Salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3, l'émission 100% blockchain, comme chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin. On est en direct sur Twitter, sur LinkedIn et sur Twitch. Merci à toutes et à toutes qui nous suivez. Vous êtes de plus en plus nombreux. La dernière interview avec Darkemy a très bien marché. Merci à vous tous qui l'avez regardé, qui avez commenté, qui avez liké. Ça nous apporte énormément de force, ça nous pousse à continuer à produire ce type d'interview. Je vous rappelle, GM Web3, c'est une émission dans laquelle on interview des personnalités de l'écosystème en direct avec des vraies questions et avec le temps de pouvoir y répondre. Donc ce format-là, s'il vous plaît, merci encore une fois de nous soutenir sur l'ensemble des réseaux en vous abonnant, en mettant un like, en mettant un commentaire. Voilà. Alors évidemment, pendant l'émission, en plus, vous pouvez réagir, notamment avec des commentaires comme celui-ci. J'espère que l'invité est beau gosse. Eh bien, tu vas pouvoir en juger, Odile. Mais vous pouvez aussi, évidemment, commenter avec vos questions, avec vos remarques, avec même vos désaccords. Alors aujourd'hui, je reçois un ovni du Web3 francophone, puisqu'il est parti de zéro avec des potes sur un Discord, et puis ils ont réussi il y a quelques années, à fédérer une communauté de plusieurs milliers de membres, jusqu'à 15 000 au top. Et on fait des partenariats avec les plus grandes marques comme Ledger, Ami Paris, etc. Je veux bien sûr parler de Evan Martin, que certains connaissent comme Nitran Evan, donc, qui est le fondateur de Orbit. Donc, on va parler avec lui, évidemment, de son parcours, mais aussi de tous les challenges qu'il a dû relever pour bâtir cette communauté et pour la monétiser. Et on parlera ensuite avec lui, bien sûr, de sujets plus généraux. Mais avant de le recevoir, je vais vous parler du partenaire de cette émission qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit de l'école blockchain Alira, qui est la première école blockchain de France et qui vous permet depuis 2019 maintenant de vous former au métier de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Et donc pour cela, ils ont développé plusieurs modules de formation. Un module blockchain qui vous permet en tant que consultant ou en tant que développeur de pouvoir vous former à cette nouvelle technologie, à cette histoire, à cette industrie, mais également un module sur l'intelligence artificielle avec là aussi un parcours consulting et un parcours développement, coding. Vous pouvez faire ces formations aussi bien à titre personnel ou dans le cadre de votre entreprise. Et puis, il y a également la possibilité d'accéder, et ça, c'est tout nouveau, vraiment, ça vient de sortir, eh bien, des formations gratuites. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder ce contenu gratuit sur le site d'Alira. Vous trouvez évidemment toutes les références en description. Vous avez 4 heures de ressources gratuites pour comprendre la blockchain et pareil, 4 heures de contenu gratuit pour apprendre l'IA. Donc ça, c'est cool parce que ça va vous donner un avant-goût de la qualité du contenu de ces formations. Et puis, si ensuite ça vous intéresse, eh bien, rendez-vous directement sur le site et puis prenez rendez-vous en haut à gauche. À droite, pardon, excusez-moi, pour voilà, prendre rendez-vous, utilisez le code GRM100 ou le lien qui se trouve en description. Ça vous permet de bénéficier en plus de 100 € de remise sur l'ensemble des formations, sachant que la plupart des formations sont certifiées par le ministère du Travail, tant et si bien qu'elles ne vous coûtent rien ou pas grand-chose, puisque vous bénéficiez des offres du CPF, de la région, de France Travail, etc. Voilà, donc merci à Lira, évidemment, pour ce soutien, et puis on se donne rendez-vous là-bas parce que moi-même je suis formateur chez Alira en marketing Web3 et personal branding, donc il y a des chances pour que vous me retrouviez en tant que professeur avec évidemment toute l'équipe pédagogique de l'école. Bien, alors avant de recevoir mon invité du jour, évidemment, ne pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un pouce en l'air, à mettre des commentaires. Vous avez été très nombreux à le faire sur les dernières vidéos, donc ne vous arrêtez pas. Pensez à le faire, même un petit pouce, un petit like, un petit encouragement. Ça aide au niveau du référencement et puis ça me fait toujours plaisir de savoir que vous avez regardé mon travail. Bien, on va passer maintenant accueillir mon invité du jour. Est-ce qu'il est là? Eh bien ouais, il est là.
Evan, est-ce que tu es prêt? J'ai l'impression que oui. Et on va voir le verdict de deal. Est-ce que notre nouvel invité est beau gosse? Salut Evan, comment vas-tu? Hello, hello, ça va et toi? Écoute, ça va très bien. Je suis très heureux de te recevoir dans l'émission. De même, je suis content d'être là. Je suis tout excité à l'idée de pouvoir discuter un petit peu et voir un petit peu tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Eh ben, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. C'est vrai que nous, on se connaît quand même depuis un petit bout de temps. À l'époque, ça ne s'appelait même pas Orbite. Exactement. C'est vrai que ça fait très longtemps, je pense, qu'on discute. Mais après, ça fait très longtemps que tu es là aussi, hein, un vieux de la vieille maintenant, hein, dans l'écosystème. Alors, je ne te permets pas. Non, mais oui, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps. Alors, on va commencer par ça, parce que évidemment, les gens, ils ont remarqué. Tu as un petit accent. Tu nous viens de Belgique. Et alors, nous avons reçu l'un des créateurs de contenu les plus connus de Belgique, Monsieur TK, dans l'émission il y a quelques semaines de cela. Et tiens, je vais commencer par ça. Parmi les créateurs de contenu français, lesquels tu recommanderais à celles et ceux qui nous écoutent, puisque finalement en Belgique vous avez, alors vous avez peut-être les vôtres, mais vous avez aussi les nôtres. Donc voilà, parmi ceux-là, lesquels, allez, si tu dois en citer 3-4 que tu suis régulièrement, il y aurait lesquels? Alors, en créateur de contenu français, moi, j'apprécie beaucoup Cryptomat, déjà, le fondateur des Masques, avec qui on discute souvent. On a travaillé sur pas mal de petits sujets ensemble. Et franchement, j'apprécie beaucoup le personnage, qui est très transparent, toujours de bons conseils et qui a une belle expérience aussi. Donc, je dirais Cryptomat. En second, bon, il poste un peu moins, mais par rapport à son expertise et ce qu'il fait, j'aime bien aussi Nils Web3, que j'apprécie aussi dans cette optique-là. Et pour en citer un troisième, j'irais peut-être sur Tagado, qui travaille avec Mark Shane aussi. On a des bons contacts, des bonnes relations, et je trouve que quand on échange et quand il poste, je trouve ça pertinent. Je suis. Et évidemment, je pense que je garde le meilleur pour la fin. Jérém Web3, je ne sais pas si tu vois, qui est très très bon créateur aussi. Avec grand plaisir, j'adore. Bon, bah merci beaucoup. Donc, ouais, donc Monsieur TK, non, il n'est pas dans ta liste de créateurs que tu suis régulièrement. Alors, je suis effectivement, je suis ce qui se passe. C'est vrai que je pense qu'il est un peu moins dans ma timeline parce que c'est vrai que je pense que j'ai un peu moins interagi avec les tweets en général, mais ça n'empêche que je respecte le travail de façon de tout ce qu'il fait et parce que je vois il est sérieux, il écrit, ça fait longtemps qu'il est là aussi. Et donc, effectivement, je respecte de toute façon tous les gens qui passent du temps et qui y bossent, mais je suis un peu moins, pour être honnête. Rien n'empêche que je Ah ouais, respecte son travail. je comprends. Puis après, bon, chacun sa niche, chacun son contenu. Moi, j'aimerais bien, c'est vrai, beaucoup plus passer du temps à regarder le contenu que les autres font. Mais en vrai, j'ai pas le temps. Je passe déjà toute ma vie en live. Alors, allez regarder. Non, mais maintenant, je me suis mis un peu plus à YouTube. Avant, je regardais rien. Ah. Et maintenant, je mets en x2. Je mets même en x3 des fois quand c'est chiant. Mais non, non, mais en tout cas, ok. Alors, Evan, ouais, effectivement, j'ai prévu pas mal de sujets avec toi. Alors, d'abord, on va commencer par le commencement, si tu veux bien. Donc, tu as étudié l'économie et le management à UC Louvain. Et en fait, c'est une université que je connais bien, parce que Jean-Jacques Kiscater passe régulièrement sur la chaîne et je crois savoir qu'il était, il est toujours d'ailleurs professeur honoraire. Alors Jean-Jacques Kiscater, attention, c'est pas n'importe qui, c'est l'un des plus grands cryptographes européens. Il est belge et il est nommé, cité dans le white paper de Satoshi Nakamoto, notamment pour ses travaux sur la cryptographie. Et donc, il est professeur honoraire de cette université. Ma première question, est-ce que tu as rencontré Monsieur Kiskater? Est-ce que par hasard, il t'a fait un cours ou est-ce que tu as assisté à une de ses masterclass ou pas du tout? C'est juste une coïncidence. Alors, honnêtement, je vais peut-être te décevoir un petit peu, mais je ne l'ai jamais eu en cours. Alors, je ne l'ai même jamais rencontré, pour être honnête. Je ne sais pas s'il était déjà là quand moi j'ai fait mes études. Je crois que j'ai fini en 2020. Donc je ne sais pas s'il était déjà là à ce moment-là à l'université. Mais effectivement, je suis de l'économie. Ça aurait été un plaisir de le rencontrer, mais je ne l'ai pas vu, malheureusement. Ok, alors effectivement, aucune idée si il était là. Après, peut-être qu'il est professeur honoraire. Ça veut dire que comme il l'a été, il restera à vie. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit émérite ou honoraire. Il faudrait regarder. Bonne question. Mais en tout cas,
Ce qui est sûr, c'est quand j'ai vu cette université dans ton parcours, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce cher Jean-Jacques, qui d'ailleurs, je précise, et je suis très content, puisqu'à chaque fois qu'il vient dans l'émission, je sais qu'on va, voilà, on va avoir une vraie masterclass. Eh bien, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il viendra dans l'émission le 19 septembre prochain. Donc, booké vraiment le matin, 10h midi, en espérant qu'on n'ait pas de problème de technique, parce qu'avec lui, c'est un fil rouge. À chaque fois qu'il vient dans l'émission, il y a un bug, on doit refaire l'émission 4 fois, mais à chaque fois, c'est pas grave. C'est parce que c'est lui, c'est pas grave. Alors justement, donc je parlais de tes études plutôt secondaires, mais avant ça, tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, ton milieu social. Est-ce que tu as vécu dans un milieu social plutôt aisé? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que quand tu étais petit, tu étais plutôt un techos, un mec je sais pas, qui voulait savoir comment la machine elle fonctionne? Est-ce que tu étais plutôt un débrouillard, un petit vendeur, déjà un petit entrepreneur? Enfin, c'était quoi le petit Evan Bah écoute, cette question, elle fait plaisir. Alors moi, je vais pas, pardon, je déteste aussi ce truc de, je vais pas m'inventer une vie de j'ai galéré, etc. Je suis sorti, j'ai eu la chance, beaucoup de chance d'avoir des parents qui étaient très aimants et qui m'ont apporté beaucoup de choses. Mes parents m'ont énormément, c'est vrai que je suis encore petit, Odile, je vois le commentaire, c'est un très bon feedback. Mais, mais non, mais en tout cas, quand j'étais très petit, disons alors, non, moi j'ai des parents qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont toujours soutenu quand j'ai voulu tester, quand j'ai voulu faire mes premiers petits tests, mes premiers crash tests de jeunes entrepreneurs, d'apprenti, j'ai voulu faire du sport, etc. J'ai toujours eu un peu tout ce que je voulais, donc j'en suis assez content, sans évidemment que ce soit dans l'excès, que ce soit le but d'être bien éduqué, mais évidemment avec quand même la chance d'avoir des parents qui peuvent se permettre de subvenir à mes besoins et de m'aider aussi. Après, pour t'expliquer un petit peu, j'ai jamais été le techos, et ça c'est encore aujourd'hui. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre quand typiquement dans les différentes sociétés que j'ai pu créer, le dev, quand je me base avec des devs, etc., j'ai beaucoup plus de mal à m'aligner et à comprendre aussi des fois la façon de penser. Je suis conscient que c'est une des limites que je peux avoir. Donc, je suis plus dans l'optique de moi, plus le vendeur qui va essayer le négociateur qui va arranger les choses, qui va rabibocher tout le monde, qui va essayer de développer son petit projet qui a aucun fondement et aucune crédibilité à la base, mais qui va réussir à le vendre un peu correctement. Ça, c'était un petit peu ce que je représentais à l'époque. Et puis finalement, après, avec le temps, on essaye de s'intéresser à de plus en plus de choses pour être le plus performant possible. Mais voilà, en tout cas, une enfance gâtée, je dirais quand même, et un début plutôt dans l'optique de vente, négociation, profiter un peu des petits business en essayant un peu tout et n'importe quoi plutôt que des choses bien approfondies. Et tu as déjà vendu des choses plus ou moins légales? Moi, j'ai rencontré et j'ai interviewé des entrepreneurs qui ont commencé au départ par vendre des coques de téléphone et puis ensuite des trucs qu'ils avaient trouvé un peu par. Vraiment, tu sais, vraiment. Alors évidemment, on ne fait pas l'apologie, mais tu sais, quand on est jeune, des fois, on fait des, Ouais. voilà, est-ce que toi aussi, tu as des fois un peu frôlé la zone un peu grise ou est-ce que tu as toujours été genre hyper carré? Parce que ça dit ce qu'on est aujourd'hui, Ouais. comment on a évolué en tant qu'entrepreneur, entre guillemets. Bah, dis-toi, moi, je suis vraiment pour ça, typiquement. C'est vrai que j'ai un peu cette image d'entrepreneur qui a testé un peu de vendre tout et n'importe quoi. Il a vendu des Capri Sun à l'école pour pouvoir faire un peu d'argent. Moi, à l'inverse, j'ai toujours été très, très scolaire. Et c'est vrai que, typiquement, moi, ce que je faisais plutôt, c'est que j'allais m'arranger avec mes copains pour leur acheter des trucs qui, selon moi, avaient une super valeur à 1 ou 2 euros en les persuadant que ça valait rien. Et j'allais plutôt, après ça, essayer de les revendre à 100 euros à un des proches que je connaissais qui, lui, allait comprendre beaucoup plus la valeur de ce que j'avais acheté. Donc, c'était plutôt, je dirais, peut-être dans la magouille, pas très honnête, pas très bien d'ailleurs. Je pense que c'est important d'avoir évolué. Mais par contre, j'étais toujours de rester dans la légalité. C'est moi, je suis le genre de personne qui, je déclare tous mes comptes Revolut, tous mes comptes post-imaginaires, même si j'ai aucun euro dessus, je vais les déclarer. Enfin, toi, je me considère très scolaire, disons. Je suis assez les règles quand même. Ok, ok, ok. Alors, bon, tu as commencé, avant de parler crypto, NFT, tout ça, ça viendra un peu plus tard. Je crois savoir que tu as commencé dans le dropshipping. Alors, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça. En fait, tu tapes sur Internet comment devenir financièrement libre. Et, non, mais c'est vrai. Et puis là, tu as voilà, le dropshipping. À l'époque, tu avais évidemment minage, crypto, tout ça. Puis tu avais plein de formations et je sais pas quoi et tout ça. Bon, donc toi, tu as commencé plutôt avec le dropshipping. Tu peux nous raconter un petit peu rapidement. D'ailleurs, même aujourd'hui, il y en a encore qui pensent que ça marche. Toi, tu l'as testé il y a maintenant 5-6 ans. Bon, raconte-nous un peu bullshit ou il y a vraiment des trucs à se faire avec le dropshipping. Alors,
En soi, moi, j'ai commencé le dropshipping honnêtement un petit peu tard. Je trouvais déjà, c'était il y a, je pense, ça doit faire 6 ans à peu près, 5-6 ans, mais c'était, allez, je dirais 2020, 2019-2020, mais honnêtement, c'était déjà un petit peu tard parce que, en fait, quand je testais un petit peu, c'est le moment où on en parlait beaucoup au journal, on en parlait déjà beaucoup à la télé. Et typiquement, il y avait la grosse méta des pubs, justement, sur Meta, Facebook, Insta, etc., qui ciblait finalement peut-être la moyenne de 35-50 ans des personnes qui avaient plutôt des adultes parce que finalement, on les pensait plus crédules. En fait, finalement, ils étaient de plus en plus informés déjà à l'époque. Et donc, en fait, la plupart des pubs ads, même aussi bien réalisées qu'elles pouvaient être, en fait, étaient inondées de commentaires qui criaient alerte au dropshipping et alerte en fait à tout ce qui pouvait se passer. Et le plus dur dans le dropshipping, c'était de faire passer ça pour quelque chose qui n'était pas du drop. Ce que j'ai trouvé assez compliqué. Alors, ça n'a pas empêché de faire quelques petits sous-sous et de pouvoir tester un petit peu. Je pense que l'expérience du drop que j'en retire, c'est pas forcément une expérience financière, c'est peut-être une expérience entrepreneuriale et aussi et surtout, c'est de l'apprentissage. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, on doit faire son propre site, on doit faire ses propres pubs vidéo qu'on poste sur les réseaux, on doit faire son propre marketing, on doit apprendre à faire des ads sur les différents réseaux. En fait, j'ai appris énormément de par ces pubs et enfin, de par tout ce que j'ai pu développer dans le dropshipping, c'était chouette. Après, donc moi, j'en tire une bonne expérience. Je trouve aussi que j'avais beaucoup de mal avec le côté éthique. Comme je t'ai expliqué juste avant, j'étais quelqu'un de très scolaire. Et c'est vrai que, typiquement, après, j'ai fait mon master, moi, en durabilité, donc tout ce qui est en développement durable, en général, des entreprises. Et donc, finalement, en fait, ça rejoignait un peu ce truc-là j'avais un peu du mal avec l'aspect éthique du dropshipping en général. Tout ça pour dire que finalement, aujourd'hui, je pense que c'était une bonne expérience. Et ceux qui le font encore, j'ai des copains qui testent encore aujourd'hui et qui se développent là-dedans. Je pense qu'ils des fois démarrent l'entrepreneuriat. C'est quelque chose d'assez accessible. Finalement, on peut démarrer sans investissement initial, sans forcément beaucoup, beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup, beaucoup de formations disponibles pour se former. Certains essayent encore. Je trouve qu'on en parle moins au journal. C'est un peu plus dans les standards. J'ai l'impression de pouvoir en faire. Et c'est passé un peu ce cap de alerte au dropshipping. Plutôt, finalement, si c'est bien, pourquoi pas. Et donc, je pense que c'est presque limite plus accessible qu'il y a 4-5 ans d'en faire. Et je dirais que pourquoi pas, finalement, si les gens peuvent se développer grâce à ça et faire le petit patrimoine de base. Ok, ok, je vois, ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est les métacompétences que tu vas obtenir en fait en te lançant là-dessus. Tu parlais du référencement, tu parlais des publicités, tu parlais du marketing, de tout ça. Alors ensuite, justement, tu peux nous dire comment tu as découvert crypto, NFT la première fois que tu as rencontré justement le Web3, comme on dit aujourd'hui. Bah écoute, moi, je vais pas faire non plus le trop ancien. Typiquement, quand les cryptos sont arrivés, j'étais encore très très jeune, hein. Moi, je suis de la génération 2000, dis-toi. Donc, ça veut dire que quand le Bitcoin est arrivé, j'avais pas moins de 8 ans. Donc, ce qui fait que j'étais pas non plus apte à pouvoir m'intéresser aux crypto-monnaies à ce moment-là. Moi, figure-toi que ça arrivait, je pense, courant 2019-2020, où en fait, bah, justement, je cherchais un peu à me développer, entrepreneuriat, etc. Je tombais sur les crypto-monnaies. En fait, c'est un ami à moi à qui je parle toujours aujourd'hui, qui m'a parlé de ça. Lui, en fait, investit depuis très petit, enfin depuis quasiment le début des crypto-monnaies, et il avait fait évidemment ses multiples. Il avait investi, je pense, dans des crypto-monnaies quand elles étaient quasiment au plus bas, toutes. Je pense qu'il était à des ICO d'Ether, enfin des trucs vraiment impressionnants. Et comme on parlait, moi, j'ai toujours eu un peu ce truc de j'ai toujours été un peu très résistant au changement. Moi, typiquement, je suis toujours du genre très persévérant. J'ai un business, je veux le développer jusqu'à ce que mort s'en suive et je vais attaquer jusqu'au bout. Mais si tu me dis, ah, il y a une nouvelle méta, une nouvelle tendance qui arrive, il faut y aller, je vais toujours être un peu du genre à dire, oh, attends, on va voir si elle fait ses preuves. Évidemment, ça m'a aussi fait en sorte que du coup, j'ai loupé comme une bonne partie des crypto-monnaies au moment où j'en ai entendu parler. Et puis, je dirais que vers 2019-2020, du coup, je me suis intéressé. J'ai commencé un petit peu à acheter par-ci, par-là. Ce qui m'a vraiment plongé dedans, c'est les NFT en 2021. Donc en 2021, quand les titres sont sortis, là, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me ressemblait. Je pense que c'était aussi facile, hein. Je ne vais pas non plus faire l'investisseur expérimenté. À ce moment-là, les NFT, je pense qu'on investissait les yeux fermés en cliquant sur la signature MetaMask, on pouvait en faire plein d'argent. Et en fait, à partir de là, ça a été vraiment beaucoup plus stimulant pour moi. Je me suis vraiment professionnalisé, je me suis beaucoup formé et je me suis intéressé de plus en plus à l'écosystème en général. Donc, je dirais vraiment 2021 avec les NFT, ça a été pour moi le grand démarrage. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que c'est les NFT qui t'ont attiré et pas parce que juste avant, on avait eu la DeFi Season, enfin, il y a eu d'autres choses et après, il y a eu évidemment d'autres narratives. Pourquoi ça a été les NFT qui t'ont parlé? Est-ce que déjà, tu avais une appétence pour la création, pour l'art, peut-être pour les réseaux sociaux? Parce que les NFT, peut-être on oublie souvent, mais
au-delà d'être un objet de spéculation, c'est aussi une identité digitale. Et donc, parfois, on tombe dans les NFT. Moi, ça a été le cas pour moi en disant, ah, je vais trouver la plus belle PFP parce que sur les réseaux, bah, j'en fais un métier en tant que créateur de contenu. Et donc, je vais trouver une PFP qui me plaît dans une collection en disant, peut-être un jour, en plus, elle vaudra de l'argent. Et après, tu tombes dans cette espèce de rabbit hole où tu as plein de nouvelles collections qui arrivent et tu as envie à chaque fois d'être early dans une collection. Et après, tu peux tomber dedans. Mais toi, qu'est-ce qui fait que ça a été les NFT qui t'ont intéressé? Peut-être quelle collection, si tu te souviens, je sais pas, la première ou l'une des premières où tu t'es dit, tiens, celle-là, elle m'intéresse, j'ai envie d'en être. Alors, moi, pour te dire, ce que j'ai surtout aimé dans les NFT, je pense, et ce qui a aussi découlé un peu de ce que j'ai fait par la suite dans Web3, c'était cet aspect communautaire que je ne retrouvais pas tant dans les cryptos à la base. Dans le sens des crypto-monnaies, j'avais un peu cette idée de on a investi, comment on pourrait investir en bourse, on a son petit portefeuille, on a peu de relations, de liens sociaux finalement avec le monde. Et quand j'ai vraiment découvert cet aspect communautaire NFT avec les gens qui se rassemblent autour d'une PFP justement, avec cet effet de groupe sur des Discord, etc., je me suis senti vraiment dans un monde qui me parlait. Moi, j'adore justement cet aspect rencontre, échange, partage, cet aspect rassemblement autour d'une même problématique. Et j'ai retrouvé justement ça dans les NFT. Et j'ai aussi eu un peu directement cette vision long terme des NFT, typiquement ce côté vraiment l'aspect propriété numérique au-delà de le côté investissement art, parce que je ne suis pas trop un profil créatif pour être transparent. Donc cet aspect vraiment propriété numérique, j'ai l'impression qu'on pouvait en faire plein de choses différentes. Et donc j'ai eu une vision assez long terme qui finalement n'est pas encore la vision la réalité n'en est pas encore là aujourd'hui. Mais donc c'était plutôt, je dirais, l'aspect propriété numérique et l'aspect communautaire qui m'a vraiment parlé à ce moment-là. Alors évidemment, l'aspect communautaire, on va en reparler, ça va être le cœur de Orbit, qui s'appelait comment avant, rappelle-moi? C'était Rich Coles. Ouais, c'est ça, je me rappelle. Mais au-delà de ça, sur le côté détention propre, hein, qui est le propre du Web3, où on peut détenir ses propres assets, à l'époque, quand même, la propriété propre, c'était quand même assez secondaire dans l'industrie du trading Web3 de NFT. Enfin, je veux dire, le fait que tu les détiennes, c'était bien, mais le plus important, c'est est-ce que je vais pouvoir les revendre plus cher? Est-ce que je vais. Il y avait aussi, je pense, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que les NFT reviennent, on pourrait y revenir, mais il y avait aussi le fait de ce qu'on appelle la consommation d'ostentation, c'est-à-dire que le fait de se vêtir d'un NFT sur les réseaux sociaux, de telles collections, permettait de se montrer aux yeux des autres comme étant membre d'un même groupe ou même de montrer son statut social. Typiquement, si j'arbore demain un CryptoPunk en PFP, les gens vont se dire, OK, ce mec-là, il faut qu'on l'attrape pour lui couper un doigt. Non, parce qu'avant ça, les gens, ils ont compris qu'il n'y avait pas besoin, tu vois. Donc voilà, donc là aussi, est-ce que toi, il y avait ce côté-là, ostentation, où tu avais envie de faire partie d'une communauté et de montrer comme un signe d'appartenance, en fait? J'ai toujours en tout cas adoré cette idée communautaire. J'ai jamais été. Je pense qu'il y a eu un moment dans ma vie quand même où quand j'ai commencé un peu à faire de l'argent dans les NFT, j'avais envie de le montrer parce que j'étais fier. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins dans cette optique-là parce que je préfère justement un maximum caché, d'autant plus avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans l'actualité. Effectivement, comme tu as pu citer l'exemple du doigt. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être eu un moment où j'avais envie de montrer un statut social de par ce qui était fait. Je pense aussi qu'il y avait un peu ce mauvais jeu. En fait, il fallait montrer aussi un statut social élevé pour aussi avoir plus de visibilité, éventuellement plus de crédibilité dans le secteur. Je pense qu'aujourd'hui, on arborait des PFP CryptoPunks ou des Ape, etc. On intégrait aussi une nouvelle dimension, j'ai l'impression, dans l'écosystème NFT ou l'écosystème Web3 à certains moments, qui ouvrait beaucoup plus de portes. Donc, je l'ai aussi vu dans un aspect business, à un moment donné aussi, le côté à pouvoir se montrer et montrer à quelle communauté on peut appartenir. Mais sinon, effectivement, il y a aussi une grosse partie où simplement le but était de l'achat-revente. Il faut aussi être honnête à ce niveau-là. Et c'est quoi ton plus gros profit que tu as fait avec les NFT, si tu en as fait un? Tu as fait un gros coup un jour ou pas? Ouais, alors je dirais un gros coup, alors sur un court terme, hein, je ne parle pas un truc sur le long terme, etc., que j'ai pu hold ou quoi, je dirais un gros coup, c'était avec une collection qui s'appelait Prime Ape Planet. Donc c'était le PAP, c'est des petits singes qui étaient faits aussi très très sympa, très très beau. Et en gros, pour t'expliquer, donc à l'époque, je ne sais plus ça date de quand exactement, je crois que ça devait être 2021, fin 2021. Et donc, ah oui, c'est ça, c'était fin 2021. Et donc, en fait, ils font une collection où c'était une raffle pour gagner, je pense, tu pouvais minter 2 NFT à 0,25 Ether.
Aujourd'hui, on n'irait plus jamais. Enfin, on irait difficilement sur 0,25 Ether aussi facilement comme ça. 10 000 NFT, je pense, quelque chose pareil. Donc, moi, j'en achète 2 à 0,25. Donc, j'achète pour 0,5 Ether. Et j'ai revendu, je dirais, 6 jours après. Donc évidemment, après le reveal, moi, ma stratégie, c'était toujours pareil. J'allais au reveal, je revendais directement celui qui était pourri, j'étais de vendre cher celui qui était un peu plus un ranking élevé. Et j'en ai vendu un pour 7 Ethers et un pour 3 Ethers, style. Donc en 6 jours, j'ai transformé 0,5 Ether en 10, je dirais, sur une collection NFT, quoi. C'était quand même un gros coup, je pense, parce que ça doit faire quoi? Ça doit faire, au prix actuel, on est plus ou moins sur 40 000 $, quoi. Donc c'était quand même 35 000 € en 6 jours, c'était plus ou moins pas mal quand même. Et comment tu gères cet argent? Est-ce que tu es plutôt un gambler et tu vas tout de suite aller rejouer tes mises pour aller racheter tout de suite quelque chose et au final, à la fin, bah, il ne te reste rien, puisqu'on finit toujours par perdre hein, face au marché? Ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt quelqu'un de sain qui va voilà, te fixer des règles, des cours, qui va sécuriser une partie en stable? Enfin, est-ce que tu as gagné en maturité par rapport à ça ou est-ce que tu continues à faire des dingueries aujourd'hui? Je pense que l'éducation financière en joue beaucoup, ce qu'on disait au début. J'ai été gâté, je trouve, mais par contre, mes parents, ils ont eu de l'argent, mais à 16 ans, j'ai dû taper tous mes étés quand mes copains sortaient pour aller travailler au Carrefour en rayon, pour mettre en rayon. J'ai dû énormément bosser et j'ai toujours la notion de l'argent et de ce que ça représentait justement de gagner de l'argent. Donc, je pense que j'ai jamais été trop déconnecté de ça. Alors oui, effectivement, j'ai envoyé des gas fees à peut-être 3 4 000 $ les gas fees à un moment donné et c'est qu'on perd un peu la notion de l'argent, mais parce que j'avais toujours cette notion dans ma tête de pourquoi je le faisais. Je me suis jamais perdu dans me disant ouais, pourquoi pas, je vais placer de l'argent là-dessus, je vais tenter, je vais y aller coûte que coûte. J'ai toujours eu cette notion de finalement, c'est quoi mon ROI potentiel, qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce que ça peut me ramener. Donc je dirais pas que j'ai perdu la notion de l'argent ou en tout cas que je me suis un peu perdu. Par contre, je dirais quand même que j'ai un goût du risque quand même des fois un petit peu élevé, dans le sens où je suis toujours le genre de mec qui va aller au reveal. Ah ouais, ça a pris x10 maintenant. Ouais, bon, on sait jamais si j'ai le numéro 1 après. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait un peu kiffer. J'ai jamais été beaucoup trop en stable. Typiquement, moi, je suis plus du genre à. J'ai mis de l'argent sur des différentes ledgers pendant un petit temps. Et en fait, ça fait maintenant peut-être 5 ans, 6 ans, j'ai plus jamais touché. Tu vois, je n'ai jamais fait de transactions. Je suis plus du genre à avoir une vision long terme, stable. Je ne reviens pas forcément en stable, mais tu vois, j'ai l'horizon de temps et je sais pourquoi je le fais. Donc, je dirais quand même que j'ai un goût du risque, mais à la fois modéré et sécurisé parce que je sais aussi toujours pourquoi je prends tel ou tel risque. Je ne sais pas si tu me suis. Donc voilà. Ouais, non, mais je vois, on a tous eu tu savais le nombre de NFT que j'ai minté et que tu sais. Alors, moi, j'avais un autre problème avec les NFT, c'est que moi, je m'attachais à mes images, je m'attachais au projet et comme j'avais une toute petite notoriété, j'avais l'impression que si je vendais le NFT, j'allais faire du mal au projet. Donc, je ne vendais pas. Et après, quand le projet était mort, eh ben, je me retrouvais Ouais, avec. ouais. Mais ça, je comprends, ça, je comprends. C'est l'histoire de ma vie. Euh, Ça part d'un bon fond. Mais oui, mais moi, à la base, je suis un mec bien, tu vois. J'ai Ouais, pas envie parce que tu sais que tout est on-chain et tu sais, moi, j'avais la flemme de créer plein de wallets, trucs et tout. J'ai trop la ouais. flemme de faire ça. Donc, mon wallet, tout le monde le connaît. Et donc, quand je vendais un NFT, tout de suite, tu avais un tweet ou un truc sur un Discord. Jérémy, il est en train de vendre. Voilà. Et donc, je ne vendais pas. Et derrière, aujourd'hui, mon wallet, c'est un cimetière où j'ai plus de 1500 NFT. Voilà. Mais tout va bien, c'est pas grave. Hein, Il aurait pu valoir combien, tu penses, si tu avais tout vendu au prime? j'ai pas envie de compter. Non, j'ai pas envie. Non, 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 mais je tiens à mes doigts. Non, non, on va pas. Ouais. Alors, justement, si on avance un petit peu, donc tu décides de lancer Rich Calls. Alors, déjà, le nom, il est assez contre-intuitif parce que c'est vrai qu'au départ, Rich Call, on a l'impression, quand on doit le nom, que c'est un projet qui consiste à devenir riche grâce à des calls. Alors, pour ceux qui nous écoutent, hein, un call, c'est quoi? C'est une information de quelqu'un qui, normalement, s'y connaît un petit peu sur un actif. Généralement une crypto, mais ça peut être aussi un mint de NFT. Hein. Donc, c'est un call sur lequel on va te dire, OK, celui-là, je le sens bien, positionne-toi, etc. Ou ça peut être un call à la vente en disant ok là les gars je vous invite à vendre, voilà, c'est ça un call. Donc rich call, on s'attend à quelque chose comme ça. D'où ça vient cette idée? Est-ce que tu montes ça tout seul et puis est-ce que ça va dériver finalement sur autre chose? Alors,
Je me déculpabilise de rien, c'est totalement mon idée. Alors, il faut savoir qu'effectivement, des calls, tu l'as très très bien expliqué. C'est d'ailleurs totalement illégal de manière générale en Belgique et en Parce que ça France. s'apparente quand même beaucoup au conseil en investissement. C'est pour ça que souvent le Exactement. mec fait un call et à la fin il te dit NFA Dior. Quand Ouais, même. ouais, ouais. Non, mais ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Euh, non, mais en soi, alors pour t'expliquer simplement, voilà, c'était dans la méthode. En fait, j'ai vraiment créé ce Discord en 2021, je crois, les fins 2021, un truc pareil. Et en fait, c'était vraiment la méta des gros gros Discord avec beaucoup beaucoup de putaclic. C'était beaucoup de, on faisait une tortue avec des lunettes et en fait on faisait des collections à 10 000. Ouais, c'était beaucoup, je pense, dans le m'as-tu vu. Et donc, j'ai voulu un peu aussi la tendance à cette époque-là, dans du m'as-tu vu. J'avais fait, je pense, un sondage dans une communauté anglophone que j'étais un peu plus niche. Et eux étaient, ah ouais, c'est incroyable, ça fait parler tout le monde va vouloir venir. Et en fait, ça se refait un peu sur cet aspect buzz. Et en fait, comme il fallait beaucoup de masse à cette époque pour pouvoir être entendu et vu, typiquement, on était sur des Discord, je me souviens des fois, moi, des fois, j'avoue, hein, s'il n'y avait pas 150 000 membres sur le Discord à cette époque, des fois, je rentrais même pas dans la collection, même si le projet pouvait être aussi bien que ça. Et donc, il y avait cet aspect fort masse qui était mis en avant, et donc j'ai choisi un nom qui était justement dans le but de faire un petit peu, de bruit, et en fait qui résonne dans l'oreille et qui permette d'attirer des masses. Le problème, c'est qu'en fait, ça perdait toute l'ADN du projet parce que derrière, il n'y avait pas de calls en fait, dans le Discord. Donc, en fait, nous, on est arrivé sur un système où on était plutôt sur un Discord d'entraide. Pour t'expliquer le début, la naissance de Rich Calls, en fait, à la base, c'est simplement, j'étais dans les NFT. Et bien évidemment, moi, avec mes copains, ils me demandaient un peu ce que je faisais, pourquoi en cours, des fois, parce que moi, j'étais à l'UNIF à ce moment-là, pourquoi à l'UNIF, j'allais de temps en temps m'éclipser dans le fond de la salle pour aller acheter une image bien moche à 100 dollars ou à 200 dollars. Et en fait, finalement, j'expliquais un petit peu, voilà, regarde pourquoi je le fais, combien je peux en gagner, qu'est-ce que ça m'a rapporté, comment ça fonctionne, etc. Et de fil en aiguille, j'ai eu un pote qui s'est intéressé, un deuxième, un troisième. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à former pote par pote pendant 1 heure en expliquant pourquoi, regarde comment ça fonctionne, comment ça se passe, qu'est-ce que tu peux en gagner, comment ça peut fonctionner. Et puis un jour, je me suis dit, en fait, merde, excuse-moi du terme, je me suis dit, je vais en faire un Discord. On va se retrouver tous les jours à telle heure et j'expliquerai une bonne fois pour toutes à tout le monde. Finalement, en fait, on s'est retrouvé à 20, puis la semaine d'après à 30, puis à 40. Et puis un jour, j'ai dit, bah écoutez, ça prend quand même de l'ampleur. Moi, j'ai vu une opportunité, je me suis dit, on va faire un truc. Eh ben, chaque semaine, si vous voulez participer au rendez-vous, enfin au rendez-vous hebdomadaire, vous devez avoir invité un pote sur le Discord pour qu'il vienne participer aussi. Et donc, je pense que ça a bien duré quand même aller 1 mois, 2 mois, 3 mois, où toutes les semaines, on doublait le nombre de présences dans les différents amas ou explications, en tout cas à l'époque, les petits calls de coaching. Et puis bref, en tout cas, à ce moment-là, on est arrivé à plus ou moins peut-être 500 membres. De là, j'ai commencé à voir l'aspect communautaire et c'est un peu de ça qu'est né Rich Calls à l'époque, qui n'était pas des calls, qui étaient plutôt juste de l'explication de fonctionnement, finalement, semaine par semaine. Donc voilà, tu as l'idée de la naissance en tout cas. Moi, je vois. Alors, bon, c'est vrai que cette histoire de groupe d'entraide, etc., moi, on m'en a vendu quand même une tonne. La plupart n'ont pas réussi pour des raisons finalement qui s'expliquent assez facilement. Puisque dans une économie de l'attention, et a fortiori dans le Web3, tu as besoin d'une certaine manière d'incentiver les comportements. Donc, tu dois incentiver ceux qui donnent des conseils, ceux qui accompagnent, et à côté de ça, tu dois aussi incentiver les gens à venir sur ton réseau pour venir s'y impliquer et typiquement demain poser des questions, etc. Donc, entre les créateurs de contenu et les consommateurs de contenu, à un moment donné, c'est comme une marketplace en fait. À un moment donné, il faut réussir à les faire se rencontrer. Sinon, le projet, il est voué à l'échec. Donc, comment toi, avec Rich Code, justement, tu as géré cette double nécessité, celle d'apporter un contenu de qualité et apporter, et faire venir des gens pour qu'ils puissent venir le consulter. Quels ont été les plus gros challenges, là où tu as peut-être échoué sur certaines choses, là où au contraire tu as réussi. Mais moi, c'est ça. Parle-moi de ça. Comment tu mets en relation des personnes qui veulent consommer un contenu intéressant et des personnes qui ont la capacité, les compétences d'en produire un qui les intéresse. Alors, je pense que c'est peut-être la meilleure question et aussi pour moi la clé de comment ça a pu fonctionner et je pense comment ça peut fonctionner encore aujourd'hui. En fait, effectivement, il faut réussir à incentiver les deux parties. Euh, Ma solution à moi, en tout cas, je ne pense pas qu'elle est unique, mais en tout cas, ma solution à moi à l'époque, c'était tous jouer dans l'aspect des whitelists et des NFT. En fait, pour t'expliquer un petit peu, donc dans le développement du projet, quand on est arrivé à 500, je me suis rendu compte qu'on avait quand même une influence dans le milieu du Web3. Parce que finalement, à ce moment-là, il y avait peu de Discord vraiment communautaire francophone, uniquement francophone, je parle, dans le secteur. Je pense que j'en connaissais peut-être 2 ou 3. Pour moi, il y avait
il y avait un Discord qui s'appelait Web3 Academy, qui était avec Falco. Je ne sais pas si tu connais un petit peu Falco. C'était un influenceur aussi NFT, etc., qui aujourd'hui, je pense, est encore un petit peu actif. Et il y avait aussi NFT Paradise, c'était une autre communauté qui m'avait marqué à l'époque. On était, je pense, 3 communautés principales. En fait, je me suis rendu compte qu'avec 500 membres, on avait quand même un impact sur les projets NFT parce que quand j'allais des fois proposer un projet et qu'on était 300-400 à l'acheter, si j'en étais 300-400 éventuellement en discutant, se dire que ça peut être l'occasion de vendre, etc., finalement, ça faisait quand même bouger pas mal de choses et on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des partenariats avec des projets NFT. J'ai vu l'opportunité de commencer à demander des whitelists en fait en échange de visibilité. Les whitelists à l'époque, il faut savoir qu'une whitelist pour un projet, ça pouvait valoir beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'on s'est rendu compte que typiquement, avoir certains accès à ce moment-là, quand il y avait des fois des raffles où on était peut-être 100 000 à vouloir rentrer dans une raffle pour 8 000 NFT, avoir des whitelists rares, c'était intéressant. Donc moi, comment je l'ai proposé, en fait, simplement, c'est que j'allais négocier avec des projets, par exemple, une vingtaine de whitelists. J'allais en garder 10 pour constituer une équipe. Je constituais une équipe de 10 personnes qui, eux, par exemple, allaient travailler sur le projet Rich Calls. Je me suis rendu compte que j'arriverais jamais tout seul. En fait, une communauté, ça demande beaucoup, beaucoup d'intention. Ça demande beaucoup, beaucoup de… En fait, si on part pendant 2 jours, je vais revenir, ça va être quoi, tu t'es endormi et nous, on doit faire quoi sans toi et en fait, si un jour, on est un peu de mauvaise humeur et qu'on leur fait ressentir la communauté, en fait, directement, on se crée une réputation. En fait, on n'a quasiment jamais le droit à l'erreur. Il faut être tout le temps de bonne humeur, de bons conseils, jamais dire une bêtise. Il faut toujours avoir la bonne façon de faire. Et je pense que tu dois le savoir, toi qui es aussi sur Twitter, c'est un mauvais tweet une fois, il y a un screen, tu peux pourrir ta notoriété, ta réputation pendant une longue période. Je me suis dit qu'en fait, il fallait être capable de pouvoir prendre de temps en temps un petit peu de recul et bien choisir son moment. J'ai construit une équipe. Donc, je te dis, je prenais 20 whitelists. J'en gardais 10 pour les membres de l'équipe et j'ai choisi du coup chaque fois moi sur mesure des personnes qui je jugeais pertinents pour animer le Discord. C'est-à-dire un modérateur juste pour faire de l'animation de discussion. Un expert NFT pour pouvoir savoir quelle whitelist il fallait absolument essayer d'aller farmer à l'époque. Un expert crypto-monnaie pour mieux comprendre l'actualité économique. Un collab manager pour récupérer des bonnes whitelists. Et j'ai recruté plein de gens comme ça et je leur ai dit, bah, c'est simple. Dès qu'on a une whitelist, vous en avez d'office une, j'ai pris tout leur wallet et automatiquement, ils s'ajoutaient à la liste. Et avec les 10 restantes, je faisais des jeux sur le Discord. Il y avait par exemple des Rumble, des Quizbots, des giveaways sur AlphaBot ou dans ce cas des trucs du genre, etc. Ouais, je faisais des petits giveaways. Donc d'une part, les gens venaient parce qu'ils voulaient être intéressés par les concours, et d'autre part, le staff, les membres de l'équipe travaillaient parce qu'ils étaient intéressés par des whitelists que eux avaient obligatoirement à chaque fois. Et donc, en fait, finalement, ça a fait un matchy-matchy où les deux parties étaient contents, les deux étaient incentivés. Et ça m'a permis d'une part de pouvoir aussi déléguer une bonne partie et de pouvoir avoir un score très animé, et d'autre part avoir une communauté qui avait de l'intérêt à être là et être présent. Voilà en tout cas le secret que j'ai utilisé moi et la stratégie que j'ai. Ouais, je vois, c'est intéressant, effectivement. Donc ça, c'est une technique qui est plutôt bonne parce que finalement, ça te coûte rien. Alors, ça te coûte du temps, aller négocier les whitelists, tout ça, etc. Mais au moins, tout le monde est aligné. C'est-à-dire que même ta rémunération, elle est elle-même dépendante du travail que tu fournis. Typiquement, si ta waitlist que tu as gagné pour un projet X, si demain tu animes bien ton Discord et tu fais en sorte que ce projet X réussisse, bah, ta waitlist va demain représenter finalement une somme plus importante puisque la spéculation faisant. Donc, tu crées un cercle vertueux. Alors ça, dans la limite évidemment du pool de projets disponibles. Donc, à l'époque, l'avantage, c'est qu'il y en avait tous les jours 15 nouveaux projets. Après, ça s'est tari un petit peu, évidemment. Et donc, comment tu rends ce modèle durable lorsque justement bah, la hype des NFT peut-être diminue un petit peu, tes waitlists valent plus grand-chose, etc. Est-ce que c'est là où tu commences à rencontrer quelques difficultés ou est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés qu'il a fallu surmonter? Je pense que je vais être transparent. Effectivement, c'était une des plus grosses difficultés parce que c'était un peu le business model. Finalement, c'était considéré que presque comme un salaire fixe. Ils avaient tous les 2-3 jours, ils avaient une whitelist qui valait quasiment de moyenne autant d'argent et c'était stable et sécurisé. Quand les NFT ont diminué, la valeur des whitelists ont diminué et la quantité de whitelists possibles ont diminué. Donc, fatalement, la rémunération pour les gens qui travaillent était moindre. J'ai jamais voulu forcer quelqu'un à travailler pour moins. C'était, je pense, pour moi, pour qu'il y ait un bon deal, il faut que les deux parties aient l'impression d'avoir gagné. Et c'était plus le cas forcément pour les autres, vu qu'ils travaillaient quand même au final la même quantité, mais pour moins de rémunération et moins de whitelist et moins d'argent par whitelist. Donc, c'était très compliqué. Je pense qu'il a fallu prendre moins de gens, peut-être prendre des gens
plus diversifié en termes de compétences. Typiquement, au lieu de prendre une personne spécialisée en NFT, une en crypto, une en trading, une en giveaway, j'ai peut-être pris une qui était par exemple spécialisée et en concours, et en NFT, et en crypto. Et puis en fait, du coup, ça diminuait peut-être l'aspect spécialité des personnes qui travaillaient, mais ça, en fait, ça augmente, ça conservait la même activité, peut-être pour avec du contenu un tout petit peu plus lisse. Le problème, c'est que ça se ressent aussi sur le long terme, donc c'est pas une solution qui est très durable. Par contre, ça nous a permis quand même de pouvoir tenir plus longtemps que beaucoup de communautés qui ont arrêté, afin de pouvoir quand même un petit peu anticiper le marché et finalement voir un petit peu ce qui était possible sur le long terme. Donc moi en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué le nombre de personnes et je cherchais des personnes qui étaient beaucoup plus, qui avaient beaucoup plus de capacités diversifiées dans ce secteur-là et non plus des personnes spécialisées à chaque fois. Alors justement, tu disais tout à l'heure qu'il y avait d'autres groupes communautaires sur Discord. Alors il y a évidemment l'un des plus connus, c'est The Diggers. Ouais. Comment est-ce que justement ces différentes communautés vous gérez? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce qu'il y a parfois des attaques? Est-ce que certains se prévaut d'être meilleurs? Ou est-ce que chacun eh bien, avance chacun de son côté euh, dans cette… Parce qu'en fait, en gros, l'utilisateur, celui qui a des fonds, tout le monde a envie de l'avoir sur son Discord parce que c'est lui qui va demain animer un mint ou créer un contenu intéressant, etc. Donc, est-ce que toi, tu as dû gérer ça ou pas du tout? Ça s'est bien passé? Oui, bah, évidemment, je pense que déjà, il y a d'office cet aspect. Aujourd'hui, je l'ai beaucoup moins et en général, je pense que c'était aussi peut-être avec un manque de maturité à un moment donné, mais il y avait ce truc de meilleure communauté ou un truc numéro un, etc. C'était un peu, je pense que c'est quand même un aspect. Le problème, c'est qu'à la fois, c'est un manque de maturité et à la fois, c'est un aspect marketing important. Typiquement, j'ai eu beaucoup de collaborations parce qu'ils avaient tapé, par exemple, communauté 1 francophone, un truc pareil. Et en fait, je tombais du coup dans les moteurs de recherche ou ce genre de choses. Et donc, finalement, en fait, après coup, j'ai pu avoir des bonnes collaborations. C'est un peu marketing. Tout le monde se revend numéro 1. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? En fait, ça dépend de quel facteur tu prends en compte. Peut-être que dans un facteur sur 100 000, j'étais peut-être la communauté numéro 1. Et dans tous les autres, peut-être qu'il y avait d'autres communautés qui étaient premières. Je pense que le but était plutôt de savoir que tout le monde le faisait. Et je pense que c'est une bonne guerre. Est-ce qu'il y a eu de la concurrence? Évidemment, typiquement, je pense à Web3 Academy avec Falco, que j'apprécie beaucoup aujourd'hui. Quand j'étais à 500 membres, j'ai demandé pour avoir une collaboration avec lui parce que c'était totalement pertinent pour moi. Il avait, je pense, 2000 membres qui avaient tous payé pour sa formation, etc. J'ai tout intérêt à avoir une collaboration avec lui. Et il avait refusé parce que c'était pas dans son intérêt. Et finalement, un an après, quand on était à 15 000 membres plus ou moins Discord, ben on a finalement collaboré. C'était surprenant, hein, mais pas du tout, parce qu'en soi, c'était dans son intérêt plus que dans le mien à ce moment-là. Et finalement, ça faisait sens de pouvoir éventuellement avancer ensemble. Digger, je pense qu'on n'a jamais eu des très bonnes relations pour être transparent. Pourtant, moi, honnêtement, je t'avoue, je suis un peu moins dans le Web3 aujourd'hui. Je trouve que Ruskov fait du super boulot aujourd'hui dans ce qu'il fait avec Frenchy. Moi, Frenchy, j'ai toujours adoré le peu de fois on a eu des contacts, soit sur Twitter ou sur Telegram ou quoi. J'ai toujours adoré le personnage. Je trouve qu'ils font du super boulot. Je pense que Ruskov, il a un contenu différent, j'apprécie. Je pense que les Diggers ont toujours été un peu contre l'aspect Calls. Je pense que le Rich Calls a toujours un peu été dans notre défaveur d'avoir ce nom-là. C'est aussi ce qui a créé le rebranding. Je pense qu'à un moment donné, on a aussi eu pas mal d'analystes NFT qui pouvaient s'apparenter de près ou de loin des calls, ce qui n'a pas plu aux Diggers. Et je pense que finalement, au-delà de cet aspect fondateur qui présente la numéro 1, il y a aussi l'aspect communautaire des personnes qui sont dans la communauté qui, elles, se bagarrent entre elles pour savoir qui est la meilleure. Je pense qu'aujourd'hui, moi, typiquement, j'ai peut-être 200 Discord tout le temps sur Nitro. J'ai le maximum de Discord possible. Et en fait, je passe dans tous les Discords et je pense que c'est un secteur qui sera toujours un océan rouge. Il y aura toujours de la concurrence, mais je pense que tout le monde a du temps pour aller faire 5 minutes par jour par Discord. Il ne faut pas nécessairement vouloir avoir toute la communauté soi-même. Et c'est ce que je pense en tout cas aujourd'hui. Et en soi, j'en voudrais jamais à qui que ce soit qui a voulu mettre communauté francophone numéro 1. Et je prétends être la première, comme j'espère que tout le monde prétend être la première, parce que je pense qu'il faut avoir des ambitions. Et je pense que c'est un élément marketing important. Ça, c'est mon ressenti. Mais là, s'il y a de la concurrence, je pense qu'évidemment, malheureusement, quand on met beaucoup de cœur à ce qu'on fait, c'est quasiment inévitable de pouvoir à un moment donné avoir ce petit sentiment de il y a un peu un moyen de se bagarrer et ça mène à des fois des petits conflits qui sont futiles après coup. Ok, alors je me souviens, d'ailleurs on en avait parlé à l'époque et ça m'avait fait un petit peu de peine que ton Discord a été hacké. Ça a été un tournant, hein, je crois, dans Rich Call. D'abord, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ensuite, est-ce que tu sais qui a pu faire ça et dans quel intérêt? Et ensuite, comment derrière tu as pu rebondir alors que tu avais tout perdu en fait?
Oui, c'était pas une période facile, franchement. Après, voilà, je crois que dans ce genre de situation, il faut surtout sortir la tête de l'eau et voir un peu ce qu'il y a autour du monde du Web3, ce que j'ai fait. Mais pour répondre à la question vraiment purement, ma réflexion Web3, si je pense vraiment à ça, pour t'expliquer un peu comment ça a été, c'était en gros, quelqu'un me discute avec moi sur Discord. Toi, c'était un membre de la communauté qui était sur Discord depuis quand même un petit temps maintenant. Euh, je te résume, mais en fait, il veut lancer son projet Web3. Je trouve ça pertinent, je trouve ça intéressant finalement, et j'ai toujours eu l'envie d'aider. Je ne suis pas du tout égoïste à ce niveau-là. Si je peux apporter un peu de mon expérience gratuitement, juste dans l'optique de discuter. Donc en fait, je discute un peu avec lui, il m'explique son projet, son idée, ce qu'il fait. Je pense qu'on parle bien pendant 1 heure ou à intervalle de 5 minutes, dès que j'ai un peu de temps, je lui réponds, je donne un peu mon point de vue, comment il pourra améliorer son projet. Enfin, ils m'ont une collaboration. Je lui dis qu'écoute, c'est encore un petit peu tôt, que j'aimerais bien juste que lui, il développe un peu son projet et qu'une fois qu'il aura développé un peu son projet, avec plaisir, je donnerai de la force. C'était pas question de un nombre de communautés ou quoi, c'était juste question de, je voulais être sûr que son truc était viable pour le présenter à ma communauté qui finalement, j'ai pas envie de présenter tout et n'importe quoi. Ça permet aussi de filtrer simplement tous les projets qui veulent se lancer et qui n'ont pas forcément finalement arrivé à un MVP finalement par la suite. Bref, il me dit qu'il comprend et qu'il me demande juste d'aller sur son Discord pour suivre un peu les actualités et ce qu'il développe. Je vais sur Discord et il s'avère que j'avais encore jamais vu ça avant. Le bot de vérification, c'était un faux bot. Et donc, en gros, simplement, je crois que c'était un bot Mi6 de base. Je me vérifie. Je crois qu'après, il fallait choisir différentes images. En choisissant une image, je crois que j'ai dû cliquer sur un lien. Et dès que j'ai cliqué sur le lien en mode Ah, vérifie-toi sur un navigateur, je crois que j'aime pas vérifier pour moi. En fait, je pense qu'à l'époque, je rentrais bien dans 10 à 15 Discord par jour. C'est con, mais c'est comme tout le monde, c'est des excuses de base. C'est une excuse, mais voilà, ça arrive, c'est la vie. Mais j'ai Non, voulu mais me vérifier sur un bot, j'ai cliqué et c'était un bot, c'était un faux lien, et voilà. c'est pas, c'est pas, c'est pas anormal. Dans le feu de l'action, qui n'a pas cliqué sur un lien, que ce soit un lien lié à ton MetaMask ou un lien Discord qui va à un moment donné venir te siphonner tes fonds ou te hacker, ou c'est comme les mails que tu reçois de phishing. Ça nous est tous arrivé, même les plus diligents d'entre nous, un matin mal réveillé, un soir mal Ouais, après une journée de malheureusement. travail, d'avoir juste un petit moment de négligence, et ça suffit en fait pour tout perdre pour certains. Moi, ça va, ça m'est arrivé une fois, j'ai perdu 500 balles. Bon, ça va, mais il y en a qui ont perdu beaucoup plus, Mhm. évidemment. Ok, alors toi, donc tu perds. Donc à ce moment-là, tu perds les accès du Discord. Euh, Ouais. Ça sert à quoi, à ton avis, celui qui a fait ça? Je pense que en soi, déjà, j'ai pas envie de faire de plan sur la comète avec l'histoire de oui, ça pourrait être éliminer un concurrent et tout. En fait, moi, je pense simplement qu'il a eu accès à une audience de 16 000 personnes qui était très, très active et que pour lui, c'était hyper intéressant de pouvoir poster des liens scam et pouvoir en tirer des fonds. Simplement, moi, je m'arrête à cette théorie-là. J'ai pas envie de réfléchir plus loin parce que je pense que ce serait me faire du mal à la tête pour rien. Moi, mon ressenti, c'est que j'ai jamais été pris de l'argent. Je pense que le Discord avait de la valeur. Simplement, ce qui est passé, ce qui m'a vraiment un peu déçu, c'est le fait que, en fait, typiquement, Discord Nitro, j'avais plus Discord Nitro depuis peut-être 3-4 ans à ce niveau-là. C'est le pire support au monde que j'ai vu toute ma vie. C'est bien simple. Ils n'ont même pas voulu faire un effort de comprendre. Ils m'ont dit oui, mais tu as posté des liens à répétition dans plein de discussions privées différentes. J'ai dit bah oui, normal, je viens de me faire hacker, c'est ce que je vous explique. Oui, mais nous, on ne sait pas si tu t'es fait hacker, donc en fait, on ne te laissera jamais récupérer ton compte, donc t'oublies. Et donc en fait, ils ont juste. J'ai dit, alors du coup, moi j'ai proposé, j'ai dit, bah écoutez, ok, je suis prêt à tout perdre et pour la communauté, supprimez au moins le Discord. C'est moi qui l'ai créé, supprimez-le au moins. Ah non, non, mais du coup, comme votre compte s'est fait hacker, maintenant on ne peut plus rien faire. Donc en fait, j'ai dû passer, je pense. Heureusement, j'avais mis un compte admin caché dans les bots qui a fait que pendant, je pense, 4-5 nuits de suite, je ne dormais pas parce que le mec, tous les jours, il postait toutes les demi-heures un lien scam avec un everyone en taguant tout le monde pour essayer de leur soutirer de l'argent. Donc, toutes les nuits, moi, je faisais des nuits blanches et je passais mon temps à supprimer chaque lien pour être sûr, après 1 minute qu'il était posté, pour surtout qu'il n'y ait pas de gens qui se soient face scam. Au bout, je pense, de 5-6 jours, le mec s'est dit putain, mais en fait, mes posts, ils restent jamais. Donc, il a abandonné l'idée et finalement, il n'a plus jamais rien posté. Donc, le Discord est toujours ouvert. Je ne peux pas le supprimer parce que finalement, mes Discord ne veulent rien y faire. Le compte fondateur et gérant, j'ai plus accès, donc je ne peux pas supprimer, je peux pas avoir récupéré ce Discord-là non plus. Donc, c'est juste un Discord dormant. Et finalement, j'ai réussi à éviter qui que ce soit soit fait scam. Personne n'a perdu de l'argent. J'en suis content, mais voilà, c'était une expérience de vie. Aujourd'hui, je fais les choses différemment. J'ai appris et c'est comme ça. Voilà. Et alors, tu as pensé tout arrêter à ce moment-là?
Oui, franchement, en fait, ce que je trouvais dur, c'est que bah, j'ai quand même énormément donné pour cette communauté. Je pense que c'était quand même. Moi, tout était gratuit, hein. C'est-à-dire que pendant, je pense, 3 ans de boulot, j'ai jamais fait payer une seule personne, jamais un ticket d'entrée, jamais une collaboration, enfin, jamais rien fait payer. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis fait incendier parce que, ah, mais son Discord, il est pas bon, et assis. Ou alors, en fait, c'était, ah, mais de toute façon, lui. En fait, c'est devenu un peu cette image de réputation qui était de plus en plus négative. Je me suis dit, en fait, on peut donner autant qu'on veut aux gens. Euh, S'il y a un jour le moindre truc qui va pas, on retiendra que le négatif. Aussi simple que ça. Et moi, je me suis dit, purée, en fait, à quoi bon redonner 3 ans de ma vie où j'ai sacrifié tellement de choses, hein, parce que je pense, tu peux t'imaginer, toi qui es là, tu pourrais être n'importe où ailleurs dans le monde à ce moment-ci de la vie. Tu es là en train de faire un appel pour les gens qui t'écoutent et qui te suivent et qui attendent de voir ta conférence. Moi, j'ai sacrifié tellement de choses. J'étais jeune, j'avais 20 ans jusqu'à mes 24 ans. Mes potes sortaient. Moi, j'étais là à faire des amas pour un projet NFT qui aujourd'hui à Rug depuis 10 ans. Peut-être que je caricature, hein, mais tu vois, j'ai donné tout ce que je pouvais pour essayer que ça fonctionne. En fait, finalement, on a retenu que le négatif. Donc, ouais, c'était vraiment dur. Je pense que la meilleure stratégie, ça c'était hors Web3, c'est j'ai pris du recul. Pendant 6 mois, j'ai maintenu ça en vie. Les gens qui me tenaient à cœur dans la communauté, parce que je ne voulais pas les abandonner. On parlait plutôt à ce moment sur WhatsApp. J'ai envoyé mon WhatsApp. Je me suis dit, tu sais quoi, on s'apprécie, on va parler autre part sur Discord, on va prendre du recul. J'ai continué d'accompagner, d'aider, mais avec beaucoup de distance. Et je pense qu'à ce moment-là, ouais, il faut se poser les bonnes questions et voir où tu peux aller. Et ça m'a fait beaucoup de bien pour effectivement recommencer mieux par après le Web3. Ouais, c'est vrai que j'en parlais avec Darkemy la semaine dernière. Quand tu décides de créer un contenu, quand tu décides de t'exposer publiquement, que ce soit sur Twitter, mais on voit même sur Discord vraisemblablement, tu as intérêt d'avoir le cuir bien tanné parce que, en fait, comme je dis souvent, tu fais une proposition de contenu. Après, elle se retrouve entre les mains de plein de personnes, certaines très bien intentionnées qui vont apprécier, qui vont même te remercier, te féliciter, certains même te récompenser. Et puis à côté, tu en as qui sont un petit peu moins bienveillants ou plus exigeants, parce que ça se trouve, le contenu n'est pas bon aussi, hein, c'est le jeu, hein, quand tu crées un contenu quel qu'il soit. Et là, à ce moment-là, tu as intérêt d'être prêt pour toutes les réactions humaines classiques, que ce soit l'ingratitude, la malveillance, le harcèlement, mais évidemment avec un multiple 2, 3, 10, parce que tu es sur les réseaux et que c'est beaucoup plus facile. Et effectivement, si tu n'es pas préparé à ça, ça peut effectivement te faire un peu mal. Et en vrai, je crois que personne n'est jamais vraiment préparé à ça tant que ça t'est pas arrivé. Alors bon, moi personnellement, j'ai pas de problème à ce niveau-là, mais parce que j'ai une philosophie de vie qui fait que si t'es pas content, bah salut quoi, je m'en tape. J'ai plus de conscience quand la personne elle paye. Par exemple, un client ou je sais pas moi, voilà. Là, par contre, effectivement, il y a une conscience professionnelle. Il faut quand même que la personne, faut qu'elle soit contente. Par contre, tout ce que je propose gratuitement, sachant que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, je pars de zéro en fait en valeur. Donc, tu peux pas être à moins 10, tu vois. Donc, si tu n'es pas content, bah salut. Et puis, si tu donnes un peu de valeur à ce que je fais, bah, c'est tout bénef. Mais effectivement, il faut voilà, une certaine distance pour être capable de faire ça. Alors ensuite, effectivement, je ne te dis pas, moi, si demain mon compte Twitter il ferme, ouais, c'est chiant parce que repartir à zéro, il faut avoir la force, le soutien pour recommencer. Alors d'ailleurs, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un nouveau Discord, tu repars de zéro. Comment tu prends cette décision? Est-ce que tu es poussé par certains qui te disent fais-le? Est-ce que c'est toi, au fond de toi, tu te dis je ne peux pas lâcher? Enfin, comment à ce moment-là, tu décides de rebondir? Bah, dis-toi, effectivement, je pense qu'un truc aussi pour revenir sur ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi qu'en fait, je pense que quand on met tellement de cœur à développer son projet, comme toi, je vois tout ce que tu développes, que tu fais bien, que tu mets tellement d'énergie, en fait, je pense que on n'est jamais prêt à se dire quelqu'un qui vient et qui arrive et qui juste le démolit sur des fondements qu'il a pu comprendre, entendre, qui sont complètement faux, mais il va juste te démolir pour te démolir. Et en fait, c'est que cet aspect-là, il faut avoir les reins très solides, comme on peut exprimer. Et je pense qu'en fait, quand on met beaucoup de cœur à quelque chose, c'est compliqué d'entendre quelqu'un qui le démolit d'une manière qui n'est pas juste. Moi, j'ai aucun problème avec le commentaire qui est construit négatif, parce que demain, on a déjà eu une discussion, toi et moi, tu m'as déjà dit, ah, écoute, je pense que ça pourrait bien se faire ça, 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 mais avec grand plaisir, j'entends tous les commentaires possibles. Mais en fait, cet aspect juste de critiquer ou d'évaluer quelqu'un
sur aucun fondement, juste par principe d'être mauvais. Je dirais que j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Mais cette expérience m'a beaucoup aidé à développer. Et donc, c'est ce qui a créé finalement après la version 2.0 de Rich Cole, ce qui est devenu Orbit par la suite. C'est que je me suis dit, pour répondre à ta question, en fait, moi, je veux plus faire de la masse. En fait, je me suis rendu compte à ce moment, ce qui était un déclic dans ma vie, c'est que je voulais contenter tout le monde. Je voulais que tout le monde soit content. Je voulais que les gens qui travaillent du staff soient contents. Je voulais que les membres de la communauté soient contents. Je voulais que les partenaires soient contents. Et en fait, moi, j'ai gagné rien. Et en fait, j'en pâtissais à mort parce que je sacrifiais beaucoup de choses. Je donnais beaucoup de ma personne, beaucoup de mon énergie, j'ai donné beaucoup d'argent. Je pense que, je vais te dire approximativement, et pour tenir Rich Calls 3 ans gratuitement, je pense que j'ai plus ou moins mis 10 000 $ dans les whitelists, dans les nitros, dans les bots, dans des giveaways, dans des machins, plus ou moins 10 000 $. Mais de ma poche, tu vois. Donc ça me coûtait de l'argent. Et j'en ai déjà parlé avec Matt plusieurs fois qui tient les masques. Lui aussi, en fait, une communauté, si tu la monétises pas, en fait, ça te coûte de l'argent finalement. Mais en fait, c'est pour le plaisir qu'on le fait. Et puis un jour, je me suis dit, en fait, je pense que j'arriverai jamais à contacter tout le monde. Quoi que je fasse, des gens seront déçus. Et quoi que je fasse, des gens vont râler. Et donc, j'ai plutôt pensé comme toi en me disant, en fait, je préfère avoir des clients que je vais donner ma vie pour cela. Et eux, en plus, comme ils payent, en fait, ils sont vraiment convaincus que ce qu'on propose comme valeur vaut le coup. Et donc, après, le challenge a été de trouver une proposition de valeur qui est en adéquation avec moi-même. Je n'avais pas envie de faire simplement un Discord alpha ou alors simplement ou alors des trucs de call ou alors faire payer des whitelists. Donc, il fallait trouver une valeur qui fonctionne. Et je me suis dit, tu sais quoi, ça va être simple. Je vais faire un formulaire. J'ai fait 500 entrées. J'ai envoyé le formulaire sur le Discord Rich Calls qui était encore ouvert, comme j'ai expliqué, mais inactif. J'ai eu une notification en disant voilà, le bot normalement ne sera plus là. Soyez méfiants. Ce sera un dernier post là-dessus. Il y a un formulaire ici. Vous pouvez postuler sur le formulaire. C'est plutôt une question de filtrage. Est-ce que vous êtes encore actif dans le Web3 quels sont vos derniers investissements est-ce que vous étiez dans les NFT il n'y a pas longtemps encore ou dans les cryptos, etc. Est-ce que vous êtes partie encore de groupes communautaires? Est-ce que, c'est une question pour voir si tu es encore un petit peu actif. On a récupéré 500 actifs qui étaient encore concentrés, qui avaient envie d'échanger, qui étaient bienveillants, qui avaient juste envie de partager un peu leur expérience. Et on a reconstruit vraiment un Discord sur base de rien, 500 personnes connectées, qui était plutôt basé sur l'engagement, sur la discussion, plutôt que sur la masse. On est reparti de zéro, on a recréé ça, on a reconstruit les bases petit à petit, beaucoup plus sur l'aspect échange, partage. On a créé aussi du coup des événements IRL. Donc moi, du coup, maintenant, j'ai développé beaucoup d'événements IRL sur la crypto en Belgique. Donc on fait des événements justement en Belgique basés sur les crypto-monnaies. On va y revenir. Et le Web3. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est un peu l'objectif. Et donc aujourd'hui, maintenant, il y a une petite offre de valeur qui, elle, est payante, soit pour les sociétés partenaires et ou pour les gens qui participent à notre communauté. C'est pas que payant, mais c'est une partie. On délivre du coup beaucoup plus de valeur, mais à moins de gens, ce qui me permet d'y consacrer moins de temps, mais d'avoir plus de gens contents. Et finalement, en fait, je suis beaucoup moins sous le feu des. Enfin, sous le feu des projecteurs, on s'entend. Je prétends pas être une star, mais tu vois, quand tu as un Discord gratuit qui a 15 000 membres, en fait, tous les jours, tu as un petit tweet un peu négatif, désagréable, un truc un peu machin. Là, en fait, on parle plus de moi, je fais plus de tweets, je fais ma vie sur le côté, je rencontre des gens en Belgique en networking, en partage, en échange, je les accompagne, on discute sur WhatsApp, il y a une petite communauté Discord que j'ai déléguée aussi, qui est gérée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'occupe un peu de ça aussi pour la communauté. Et aujourd'hui, tout ça fait que je me sens bien plus heureux et plus épanoui dans ma route Web3. Donc voilà. Alors, parlons du rebranding, justement. C'est à ce moment-là que tu décides de rebrand Rich Call ou est-ce que c'était un peu plus tard? Non, c'est au même moment. En fait, je me suis dit, c'est quoi, si je repars, Rich Calls, en fait, ça faisait bien longtemps que ça me plaisait plus du tout. C'est juste que c'était la méta au moment où j'ai créé le Web3, mais ça me poursuivait sur une connotation négative par tout ce que j'ai. En fait, créer un Discord bienveillant sur base de partage, d'invitation de personnes qui venaient discuter de leur vie Web3, etc. Il s'appelle Rich Calls. J'étais tout le temps un peu embêté par ce nom-là et j'en étais jamais fier. J'arrivais jamais à dire, ah, j'ai un Discord Web3, il s'appelait comment? Rich, je mangeais un peu mes mots pour qu'on n'entende pas trop c'était quoi le nom de la société. Et je me suis à l'occasion en fait de repartir sur une bonne base, d'aller sur un truc nouveau. Donc voilà, j'ai tout redémarré à ce moment-là au niveau rebranding, au niveau nom, au niveau visuel, logo, etc. On est reparti de zéro à 100%. Alors justement, tu t'es fait aussi un peu connaître pour des partenariats avec des grandes marques qui ont à un moment donné eu envie de se lancer dans la crypto, dans le Web3, dans les NFT. Tu as fait des partenariats avec Ledger, Ami Paris, avec des marques qu'on trouve d'ailleurs sur ton site internet, dans la partie Ils nous font confiance, etc. Tu peux nous raconter un peu les coulisses? Comment est-ce que c'est eux qui te démarchent? Est-ce qu'ils passent par des agences? Est-ce que c'est toi qui vas les démarcher? Parle-nous un peu de cette partie. Comment est-ce que tu arrives à un moment donné à monétiser ta communauté et surtout, est-ce que tu peux nous révéler tu n'es pas obligé. Hein. Je précise d'ailleurs que Evan, il n'a pas eu les questions à l'avance. Donc là, voilà, ne croyez pas que. Donc s'il ne veut pas répondre, il ne veut pas répondre. Hein. Bon, mais c'est quoi le deal derrière? C'est-à-dire, est-ce qu'il te paye en euros ou en dollars
pour que tu les mettes en avant? Comment tu fais ta due diligence? Est-ce qu'ils te payent dans leur NFT? Est-ce qu'ils te payent en cash? Enfin, raconte-nous un peu les coulisses de ces partenariats entre une communauté et une marque. Voilà. Écoute, c'est une bonne question. Alors, pour t'expliquer un petit peu, donc moi aujourd'hui, j'ai une société de consultance commerciale, du coup en Belgique. Donc ça, c'est mon travail à temps plein aussi sur le côté aujourd'hui. Donc j'accompagne des structures, que ce soit Web3 ou hors Web3, dans leur secteur commercial, c'est-à-dire stratégie commerciale et ou force de vente directe. Aller chercher des clients, aller chercher vraiment aller augmenter leur chiffre d'affaires, grosso modo. Donc j'ai ma base pour que tu comprennes aussi que j'ai introduit ça pas pour faire de la pub, mais juste pour t'expliquer que comment est venue cette idée, comment c'est plus facile pour moi après derrière de pouvoir démarcher des sociétés. Donc moi, c'est mon job en tant que tel de faire du commercial et d'aller démarcher des sociétés. Aujourd'hui, ces boîtes Web3, ça passe c'est plusieurs canaux différents possibles. Je pense qu'il faut avoir un bon LinkedIn parce qu'en fait, les sociétés, elles cherchent aussi d'une part quelqu'un qui a un bon référencement et qui a une bonne façon de faire. Pour moi, le plus dur, c'est ta première société partenaire, ton premier grand nom. Quand tu as un grand nom avec qui tu travailles, en fait, après, souvent, je vais être transparent, les boîtes vont dire: ah, il a bossé avec ce grand nom-là. Si eux ont fait leur due diligence avec lui, c'est que sûrement que ça devait être OK. Et donc, en fait, tu passes dans les mailles du filet. Enfin, mailles du filet, tu fais bien ton taf, vu que tu es passé au moins une fois correctement à l'inspection, je dirais. Mais en fait, les boîtes se disent: ah ben ok, je peux lui faire confiance, il a quand même bossé, il a fait des bons résultats, il a prouvé avec telle et telle société avant. Donc, je pense que le plus dur, c'est la première ou la deuxième. La première ou la deuxième, je dirais que en fait, tu joues sur l'aspect social. Ça veut dire qu'il faut connecter avec la personne qui travaille pour ces boîtes-là. Il faut échanger, prouver que tu es quelqu'un de bien, prendre le temps de faire des rendez-vous, prendre le temps d'approfondir un peu la relation et en fait se dire: regardez ce qu'on peut vous apporter. Ça fait aussi 5 ans qu'on était là finalement, parce qu'on a commencé très tôt. On était une des communautés Web3 qui a eu la plus longue longévité aussi par rapport à ça. On n'était pas la seule, hein, bien entendu. Je dis juste qu'on était une des. Et donc, en fait, de par notre crédibilité long terme de vie, on ne va pas disparaître demain, de par le fait que j'avais peut-être des facilités commerciales, j'ai commencé à démarcher des sociétés, j'ai trouvé les personnes de contact dans ces boîtes-là et je leur ai dit: regardez, on peut vous apporter ça. Et aujourd'hui, typiquement, on peut tenter de vous le transmettre à votre société. On a fait ça avec des sociétés à la base, plutôt dans l'aspect juste NFT, crypto-monnaie. C'était plutôt en échange d'une whitelist ou d'un NFT, etc. Et on a vu les résultats qu'on pouvait amener derrière. Et puis, je me suis dit: OK, finalement, j'ai fait des petites slides en expliquant qu'on a apporté autant de vues, autant d'interactions, autant d'achats, autant de machins. En fait, finalement, ça peut se transposer sur de la valeur réelle. Et c'est là où on a commencé à avoir nos premiers tarifs, finalement, à proposer aux sociétés Web3. Pour être transparent, dis-toi, nous, donc on a une formule où on demande c'est varié en fonction des sociétés, mais je donne un prix parce que moi, j'ai aucun problème avec ça. On est souvent sur un horizon entre 1500 et 2000 euros, en fait, où on propose une formule sur 3 mois, où il y a plein de choses qu'on offre avec ça. En fait, pourquoi 3 mois? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai plus beaucoup, je n'accorde pas 100% de mon temps au Web3, et donc j'ai pas envie de devoir bosser, c'est sur un truc 2 semaines, et j'en parle, et puis 2 semaines après, j'en parle plus parce que c'est plus mon partenaire. Non, en fait, j'en parle sur du long terme, j'avais vraiment fait un truc concret avec eux, et donc voilà, en fait, finalement, simplement, ils ont une formule où en fait, ils ont une AMA, des posts une fois par semaine, ils ont par exemple des réactions à leur contenu sur les réseaux sociaux, on va par exemple, nous, mettre ça en avant aussi en one-to-one avec notre communauté, en fait, on propose plein de petites choses différentes, et finalement, aujourd'hui, on propose de super ROI par rapport à ça. Et donc, on accepte peu de clients par mois, on en fait 1, 2 maximum, et avec du coup des plus belles sociétés, ce qui fait que finalement, on travaille petit à petit notre image de marque, et donc on travaille de plus en plus de belles boîtes. Et par exemple, Ami Paris, c'est eux qui nous ont contactés ils m'ont contacté directement sur LinkedIn par rapport à ce que j'expliquais, par rapport à ce que je postais, par rapport aussi au référencement. Et donc, tu vois, je pense qu'après, ça vient petit à petit et ça se fait. Et puis, je pense que comme j'étais là depuis longtemps dans Web3, j'avais aussi beaucoup de contacts qui ont pu me mettre en relation, etc. aussi. Donc, voilà, je pense que c'est un ensemble de choses qui ont fait qu'on a pu arriver à ce stade-là. Voilà. Et c'est quoi le partenariat que tu as le plus kiffé et au contraire, celui peut-être que tu regrettes un petit peu, que finalement, tu ne referais pas Partenariat que j'ai le plus kiffé. Alors, attends, parce que je suis même pas sûr que je m'en souviens de tous. Alors, partenariat que j'ai le plus kiffé, je pense qu'Ami Paris, c'était un peu différent. J'ai adoré Sorare aussi, parce que Sorare, je suis un fan de foot. Donc, ça veut dire que pour moi, travailler avec une société dans le foot, c'est le bonheur. Moi, je suis encore du genre à mater des matchs un peu pourris le samedi à 18h parce que j'aime regarder ça. Donc, Sorare, pour moi, c'était un grand plaisir. On a eu aussi beaucoup de retours positifs dans notre communauté. Donc, c'était aussi un moment où je pense que Sorare était vraiment bien. Donc, c'était vraiment gai pour nous d'en parler. Et je dirais que ceux qu'on a un peu moins, ceux que j'ai un peu moins, c'est pas que j'ai moins vrai, mais ce qui était plus compliqué, c'était Ami Paris. En fait, ils ont collaboré avec très peu de marques Web3. Je pense qu'on était une des seules communautés Web3 à qui ils ont travaillé à ce moment-là.
C'est une marque de luxe, donc beaucoup d'exigences. En fait, c'était à la limite entre la communication Web 3 et la communication Web 2, donc c'était assez compliqué pour nous de le gérer. C'était un peu novateur pour eux de rentrer là-dedans. Et donc, je dirais qu'on a peut-être un peu. La communication était compliquée, on avait des attentes un peu différentes entre nous, ce qu'on faisait et ce qu'Ami Paris souhaitait. Et donc, j'ai adoré la faire. C'est pas du tout que je la regrette, c'était celle qui pour moi était la plus difficile à gérer. Voilà. Après, c'était un grand succès. Je crois qu'on a fait 400% de ROI avec Ami Paris. Donc en soi, en termes de résultats et en termes de ce qu'il fallait faire, ça a été fait. Je dirais juste que c'était celle qui m'a demandé qui m'a donné le plus de fil à retordre, disons. Ok, ouais. Et tu as bossé avec Karen sur ça ou pas du tout? Non, c'était pas Karen. J'ai bossé moi typiquement. Donc c'était avec son agence. Mais du coup, Non. c'était avec une de ses team leaders qui travaille là-bas, etc. Mais donc c'était avec l'agence en tout cas. Ok, ouais. On avait reçu Karen dans l'émission il y a quelques mois de cela, je me souviens. C'était intéressant. Ok, très bien. Alors, justement, au niveau modèle économique, clairement, est-ce que ça peut être rentable de vivre que de sa communauté avec ce type de partenariat et tout? Parce que tu nous dis qu'à côté, tu fais du consulting. On y reviendra sur tes activités à côté. Mais ouais, est-ce qu'on peut vivre d'une communauté Web3 ou ce serait quelle taille il faudrait atteindre pour arriver à en vivre correctement, typiquement? Alors, tu es très perspicace et tu as des très bonnes questions, je tiens à le souligner, mais alors c'est exactement ce que tu viens de dire. Moi, pourquoi je m'en suis éloigné, j'en suis éloigné, je suis toujours dans le Web3, mais pourquoi je n'en vis plus à 100%, c'est qu'en fait, si quelqu'un veut en vivre à 100% une communauté Web3, il faut faire de la masse. D'où le fait que ta question est super pertinente. En fait, si jamais on veut en vivre, il faut pouvoir être capable de faire, en fait, je te résume, moi, ce que j'adore dans l'aspect échange, c'est de rencontrer quelqu'un, l'onboarder, discuter avec lui transmettre un peu mon savoir, ce côté humain, ce côté social, ce côté partage. Si on veut en vivre, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Un live TikTok et beaucoup de TikTok. Les emmener dans un énorme webinaire. Faire un webinaire où tu parles à 300 personnes d'un coup et en signer 50 par webinaire. Là, tu peux en vivre et ça peut être rentable pour toi. Mais du coup, tu n'as plus aucun contact social. En fait, après, tu les emmènes dans un Discord où en fait, ils vont parler à un de tes managers qui s'occupera lui-même de faire la com parce que tu n'as pas le temps, vu que tu es occupé à faire des webinaires et des TikTok et des machins. Et en fait, tu fais une industrie. Et moi, faire des formations à l'industrie, faire un maximum de signatures en vendant des super profits, et en fait, baser ce que je fais sur des mauvaises choses pour attirer les mauvaises personnes pour faire de la masse, ça m'a jamais plu. Donc j'ai dit ok, c'est très simple. Moi maintenant, je le dis, je fais plus qu'une com. On me voit plus nulle part. Je vais plus jamais faire de pub, de machin, etc. Je rencontre du monde. J'ai fait des événements. Je m'a dit qu'on en parlerait après, on en parlerait après. Je rencontre du monde dans des événements. Je rencontre du monde à qui j'échange sur Twitter. Je rencontre du monde à qui j'échange sur Telegram. En fait, je partage, je discute. Et certaines personnes choisissent sur le volet. Je me dis ah ben en fait, ça pourrait être cool qu'on avance ensemble à ce niveau-là. Je pense qu'on pourrait s'apporter et je pense qu'on pourrait t'apporter un peu. Dans ce cas-là, on peut éventuellement proposer une solution un petit peu payante pour elle. Mais en tout cas, c'est parce que c'est plutôt choisi sur le volet en me disant je vais accorder un peu de mon temps à toi et ça va être intéressant pour moi de le faire et ça va me permettre d'évoluer aussi, de te faire évoluer toi. Mais sans ça, je ne le fais plus parce que sinon, je te dis, il faut faire de la masse et c'est pas ce que je souhaite en tout cas. Ouais, je vois. Après, sinon, c'est une vraie boîte. C'est-à-dire qu'il tu es obligé de recruter. Tu dois passer ton temps à travailler ton funnel d'acquisition. Tu dois passer ton temps. Tu dois travailler aussi, j'imagine, beaucoup ton personnel branding. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir. Si tu n'es pas reconnaissable, bah, évidemment, c'est plus compliqué pour incarner ton entreprise. Ok, donc je vois tout ça. Et puis, tu sais, si je peux me permettre, Ouais. typiquement, en fait, si jamais tu veux que ça fonctionne, il faut faire des formations. Parce que, en fait, les rôles ou les accès un peu à un truc privé, si tu ne poses pas d'analyse ou de call, de call payant, en fait, les gens n'ont pas intérêt à venir. Ils se disent, OK, pour les analyses, je peux les avoir gratuites aujourd'hui, ce qui est très bien d'ailleurs. Donc, en fait, il faut des calls payants, ce que nous, on ne veut pas faire parce que c'est illégal. Donc, il faut faire des formations. Mais des formations, le problème, c'est que Aliral fait très très bien, eux par contre, parce ils sont certifiés par l'État, etc. Il y a plein de trucs trop bien. Mais quand on n'est pas dans cette situation-là, typiquement en Belgique, c'est moins facile d'avoir ce genre d'accès. Et ben typiquement, il faut faire de la masse dans la formation. Et en fait, je commençais à avoir une image. En fait, c'est une image très négative qu'on renvoie aux gens hors Web3 et même au Web3 finalement, de dire ah je fais des formations finalement payantes sur le Web3. J'ai commencé à avoir un peu une image négative et je me suis dit en fait on va tout arrêter direct. Moi, Parce que justement, j'allais te poser la question, mais vous avez proposé des modules de formation sur crypto, NFT, ouais. trading, DeFi, Play to Earn, formez-vous aujourd'hui. Ça, c'est une offre que vous avez proposée. Et donc ça n'existe plus aujourd'hui? Si, ça existe encore. En fait, c'est juste que j'ai tellement cassé les prix que, en fait, il n'y a plus moyen de le prendre sur le site directement. D'accord. Mais Pourquoi, typiquement, alors, justement, alors, pardon, je te redonne la parole. Pourquoi est-ce que tu as finalement, tu es revenu un peu de cette stratégie
formation, c'est quoi? C'est pour la réputation? C'est compliqué aujourd'hui d'être formateur de crypto? C'est ça, voilà, je vais être transparent avec toi. Moi, en fait, j'ai envie d'évoluer, j'aspire à pouvoir faire plein de choses de ma vie, etc. Et des fois, quand j'allais en networking, même hors Web3, et que j'allais parler en disant, ah oui, on fait des formations, mais je voyais directement la tête des gens qui faisaient, ah ouais. Et puis qui se tournaient vers quelqu'un d'autre pour savoir comment il allait, tu vois. Et en fait, je me rends compte que c'est compliqué. En plus, je me suis dit, ok, moi, tu sais que enfin, les prix que j'ai mis, c'était limite dérisoire. Je sais pas si tu as pu voir, mais je crois qu'on est, je sais même plus dire, je crois que c'est 199 euros pour un abonnement à vie. Une à 249 là. Ah ben voilà, 249 TVA comprise pour avoir accès en fait à 500 € pour le pack Orbit. c'est ça, voilà. En fait, tu as accès, je pense, à 5 formations et à tout l'abonnement à vie, à nos événements IRL. Un événement IRL, typiquement, tu viens en all-in. Ça veut dire qu'on te met boire, manger, tout ce qu'il y a besoin en all-in sur 4 événements par an sous le reste de ta vie. Enfin, en fait, je crois que c'est bien simple. Je crois que je perds de l'argent avec ces trucs-là. C'est pour ça qu'on les vend d'ailleurs plus. Mais en tout cas, on les vend à des personnes qui ont vraiment envie d'avancer dans la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces personnes-là nous amènent aussi d'autres choses. Donc, on perd de l'argent peut-être sur ce qu'on lui apporte, mais nous en ramène aussi sur d'autres points ou même d'autres aspects que l'aspect monétaire. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais malgré que j'avais cassé mes prix, ça coûtait plus rien, que en fait c'était dans une bonne intention, que c'est la communauté qui avait demandé des formations de base. En fait, l'image était négative et en plus il fallait faire de la marge, donc c'est-à-dire qu'il fallait faire de la masse plus une image négative. En fait, c'était tout ce que j'avais pas envie d'être, donc j'ai préféré me rétracter. Voilà. Ok, non mais c'est bien. Bah, de toute façon, il y a qu'en essayant. Qu'on sait, hein, donc c'est bien. Alors, c'est bien avec toi, Evan, au moins, c'est que voilà, on dit les choses, ce qui est bien, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les erreurs, etc. Et c'est ce qu'on cherche. Donc, merci pour ta transparence, c'est très bien. On va parler maintenant un petit peu du contexte. Tu es belge, moi je suis français. Comment tu perçois, toi, l'écosystème, on va dire, européen par le prisme de la Belgique? Est-ce qu'il y a des différences entre ce qu'on voit, nous, en France, par rapport à l'innovation, à la technologie, à la blockchain, à l'IA? Est-ce qu'en Belgique, ils sont plus en avance, plus en retard? Est-ce qu'on est dans un même contexte européen? Voilà, parle-nous un petit peu de ça. Je ne sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse, mais nous, ça nous passionne. Donc, voilà. Alors, pour t'expliquer, je n'ai pas toutes les réglementations en tête, mais pour que tu aies l'idée, on a reçu aussi par exemple Walso il n'y a pas longtemps. Au niveau fiscalité, il y a quand même des choses qui changent. Typiquement, en Belgique, on a l'aspect bon père de famille qui vous n'avez pas en France. Ça a légèrement changé ces derniers mois, années. Mais typiquement, nous, avant, en tout cas, je te parle ça il y a un ou 2 ans, en tout cas, quand on investissait et qu'on ne faisait pas beaucoup de transactions régulièrement, qu'on était vraiment dans une optique de on investit et on voit plus tard ce que ça mène et on voit ce que ça rapporte, on n'était même pas imposé en crypto-monnaie. Typiquement, par contre, ce qu'il y a eu après, c'est que maintenant, on est légèrement imposé, même en tant que bon père de famille. En fait, il y a plusieurs grades. On a bon père de famille, puis après, on a un seuil d'imposition normal, puis après, on a ce seuil de professionnel. En fait, le seuil d'imposition augmente à chaque fois. Donc, je dirais qu'en termes de fiscalité, ça change un petit peu de chez vous. Sinon, je pense qu'en termes de loi et de réglementation globalement, on suit la France. Hein. C'est même pour tout. Hein. En général, je dirais que même pas seulement la blockchain, mais moi, j'ai l'impression qu'on s'adapte aussi beaucoup sur l'aspect européen. Je trouve que la France est un tout petit peu devant nous. Typiquement, on a beaucoup de sociétés en Belgique qui font des aspects blockchain, etc., qui sont dans le dev ou le dev de tout ce qui est dans le smart contract, la blockchain en général. Et en fait, finalement, quand je parle un peu avec eux, ils sont soit à l'international, soit avec des clients français, mais très, très peu de clients belges. En fait, il y a très, très peu de sociétés en Belgique qui, elles, se calent encore là-dessus. Donc, on voit que beaucoup y pensent. Il y a des petits banques dans une boîte, comme des grosses banques en Belgique. Ils ont un responsable blockchain, tu vois, qui va un peu faire un peu d'advisory pour eux et voir si ça se passe bien. Mais j'ai l'impression que grosso modo, ça s'arrête là. Donc, je pense qu'on n'est pas encore dans la pointe de la technologie, mais ils sont conscients qu'il faudra qu'ils s'y mettent. Et donc, je pense qu'on est un peu dans la phase, c'est encore très early, où on voit où ça peut éventuellement les mener. Je vois. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est que c'est vrai que nous, en France, on a déjà pris en main le contexte crypto depuis 2019 avec la loi Pacte. Ensuite, on a eu l'instauration du PSAN en 2021. Et ensuite, on a eu PSAN renforcé. Donc, nous, c'est vrai que ne serait-ce qu'au niveau réglementaire, nous, on est déjà sur le sujet depuis 2019. La Belgique, avant MiCA, qui s'impose évidemment à la Belgique, en fait, vous n'aviez pas de cadre légal particulier. Vous dépendiez finalement de la FSMA, en gros l'AMF belge, mais
plus sur une réglementation plus générale liée à la finance traditionnelle. Donc voilà, donc c'est ça peut-être la différence, c'est que nous en France, on a déjà inscrit les spécificités de la crypto dans la loi et donc forcément dans l'industrie depuis plusieurs années. On n'a pas attendu l'Europe. J'irais même jusqu'à dire que nous avons inspiré l'Europe, puisque MiCA, c'est finalement une espèce de PSAN renforcé, agrément PSAN à l'échelle européenne, en plus poussé évidemment. Mais c'est intéressant, ok, donc il y a encore énormément à faire en Belgique sur le développement de l'écosystème. Ok, très cool, très intéressant par rapport à ça. Est-ce que tu t'intéresses à des sujets plus géopolitiques, typiquement la différence qu'on a avec les États-Unis, les Émirats arabes unis, la Chine, sur vraiment le terrain blockchain? Tu suis un petit peu tout ça ou c'est moins dans tes centres d'intérêt? Et sinon, qu'est-ce qui t'intéresse de ce point de vue-là aujourd'hui? Alors, pour être transparent, moi, je suis plus du genre à. Toi, comme je t'expliquais au début, j'ai un peu moins cet aspect technique, même tout ce qui est les réglementations plus poussées, etc. J'y suis un peu moins. Je dirais que moi, j'ai toujours été un peu. J'ai fait des études d'économie, j'aime bien aussi l'actualité. Tu sais, moi, je suis abonné à pas mal de journaux, que ce soit l'Écho, d'autres journaux en général. Je n'ai pas de problème avec ça. Je suis l'actualité, mais je fais forcément des recherches et je trouve que je vais des fois un peu trop en surface. Je veux dire, le gros titre, ça m'intéressait, je vais lire en diagonale l'article pour être un peu informé. Donc, toi, moi, tu vas me parler de quelque chose. Je vais dire, ah oui, oui, j'en ai vu passer. Mais si on est plus loin dans la discussion, souvent, c'est plus compliqué pour moi parce que je vais pas aller assez en profondeur dans ce genre de choses. Transparent. Donc, voilà, à ce niveau-là, j'y suis un peu moins, je te l'avoue. C'est bien. Et alors, tu utilises l'IA beaucoup au quotidien dans tes activités ou justement dans ta recherche d'informations, etc. Tu as pris le tournant, comme tout le monde, j'imagine, de l'IA. Ça te permet de gagner du temps et de l'efficacité? Ça, typiquement, ouais, que ce soit dans le Web3 ou dans n'importe quoi d'autre, là, pour le moment, j'avoue que je sais pas encore te dire si je suis en train de perdre une partie de mon cerveau en l'utilisant autant, mais en tout cas, ça me fait gagner beaucoup de temps et de productivité à l'heure actuelle. Et effectivement, je pense que j'exagère même des fois. Je pense que j'utilise un peu l'IA pour tout et pour rien aussi à la fois, ou des fois, je pense que je pourrais un peu faire l'effort de réflexion ou le faire moi-même. Mais en tout cas, effectivement, j'ai bien plongé dedans et je pense que ça aide dans le business actuellement, il n'y a rien à dire. Surtout avec ChatGPT 5, là, maintenant, depuis que c'est sorti. Donc Ouais, ouais. je vois. Alors, si on revient un petit peu sur la vision de l'écosystème crypto, on a parlé tout à l'heure des NFT, mais entre-temps, il s'est passé plein de trucs, hein, Memecoin, Agent IA, on a aussi on a aussi les nouveaux L1, Berachain, Monad, Megaif, on peut parler d'Hyperliquid. Bref, ces 12 derniers mois, il s'est passé énormément de choses. Si tu dois retenir peut-être la chose qui t'a le plus excité dans la crypto, le projet, le protocole, le L1, j'en sais rien, vraiment le truc qui t'a le plus passionné et sur lequel peut-être tu t'es le plus penché, ça serait quoi? Alors, peut-être que ma réponse va te décevoir, mais moi, ce qui m'a le plus intéressé, je pense, c'est la remontée globale du marché. En fait, c'est peut-être une réponse bateau, mais en fait, quand je me suis un petit peu détaché de ce côté court terme et day-to-day dans le Web3, je trouve que j'ai un peu moins été j'ai un peu moins fait d'ICO. Tu sais, moi, j'avais beaucoup de propositions en tant que, tu sais, je pense que tu as peut-être dû en avoir aussi, mais KOL, toi, comme ils expliquent ça. Et j'ai beaucoup moins été là-dessus. Et je pense que typiquement, moi, j'ai replacé, en fait, en me ressortant un peu du Web3, du court terme, j'ai replacé un grand nombre de mes liquidités sur du long terme. Je te dirais de ça il y a plus ou moins 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, et beaucoup de gens, ils croyaient un peu moins en disant, ouais, finalement, c'est peut-être plus que c'était, etc. Aujourd'hui, quand je vois que l'Ether est à 4200, ou même peut-être même plus, j'aime pas regarder aujourd'hui, mais 4200, quand je vois qu'il y a typiquement plein le Bitcoin qui passe à part des 120 000, etc., je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui me rend le plus heureux. C'est ce qui me prouve que finalement, l'écosystème a peut-être vraiment a fait fermer beaucoup de bouches sur sa longévité et ce qu'il pourra proposer sur le long terme. Et donc, je pense que ça me rend très heureux. Alors oui, je suis de loin, je dirais, toi, comme tu as expliqué, tout ce que tu as apporté juste avant dans la question, mais voilà, moi, je t'avoue que là, pour le moment, j'ai plus pris une dimension globale de l'écosystème plutôt qu'au day-to-day. Je suis sur Twitter, je suis un peu ce qui se passe. Dans le Discord, du coup, comme je te dis, c'est animé par un super manager qui gère ça très, très bien. Et aujourd'hui, je profite un petit peu de cet écosystème-là, de tout ce qu'il propose et de voir un peu tout ce qui se développe. Mais je pense que j'ai été un peu frustré d'y avoir mis aussi beaucoup de temps. Et donc, j'avoue que là, j'ai pris une dimension un peu plus avec du recul sur ce qui se passe et plutôt, je dirais, l'aspect macro plutôt que tout ce qui peut se passer en day-to-day.
Et donc, Voilà. ça veut dire qu'au niveau des investissements aujourd'hui, est-ce que tu es toujours full crypto ou est-ce que tu t'es ouvert à d'autres classes d'actifs, je sais pas moi, les actions, les ETF ou même l'immobilier, j'en sais rien, sans rentrer dans le détail, mais Ouais. parce que c'est vrai que dans notre chambre d'écho, on voit quand même beaucoup par le prisme de la crypto. Et quand on prend un peu de recul, on se dit, ah, mais attends, mais tu as d'autres trucs aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, tu veux me faire perdre mon doigt, je vois, Non, parce qu'on parle Ah, je rigole. de Ouais, mais répartition. oui. Mais non, je suis bien, je rigole. Bah écoute, oui, moi, en fait, je me suis un peu diversifié parce que je te dis, ça, c'est peut-être, voilà, j'ai été un tout petit peu frustré. Ça c'est vraiment entre guillemets moi, mais je sais que j'ai passé tellement de temps et d'énergie à vraiment. Je dis, moi, j'étais sur chaque projet où je bloquais ma journée à 10, à 13, à 16 pour une fois une ICO, une fois un mine d'NFT, une fois un machin, etc. Et pour récupérer peut-être pour 18 $ 22 à la fin de la semaine. Donc, c'était un peu frustrant. Du coup, j'ai un peu reculé de tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai diversifié un petit peu, que ce soit dans des indices. Typiquement, j'avais mis pas mal dans les CP500 avec par exemple, avant que Trump se mette dessus, etc. Bon, ça peut avoir du plus et du moins. Je regarde pour de l'immobilier. En fait, je fais plein de choses différentes. J'essaye de me diversifier un petit peu. La crypto fera toujours partie de ma vie et sera toujours un coup de cœur et un peu mon péché mignon. Et la crypto est plus, hein, que ce soit les NFT, quand j'ai l'occasion, genre mint 1, je vais dans des Discord dès que je peux un peu passer et que j'ai un peu l'occasion de pouvoir passer. En fait, je profite toujours de ça. Le Discord, je gère toujours aussi. C'est-à-dire que au moins une fois par semaine, je consacre 2-3 heures à voir tout ce qui se passe, tout ce qui a été fait, comment ça évolue, ce que je peux apporter. Et donc, je dirais que je pense que je te dis, j'ai pris une dimension plus globale sur. Je pense que ça va aussi de pair avec l'évolution. Voilà, la crypto, c'est bien, mais je pense qu'à un moment donné, si on peut avoir une petite brique et ou pouvoir à un moment donné pouvoir se diversifier dans d'autres choses, c'est important aussi. Donc voilà, j'essaie de prendre un peu plus de recul sur tout ça. Ok, ok, très intéressant. Alors, dernière partie, on va parler justement de tes activités aujourd'hui, sur le futur un peu de Orbit, du Web3, etc. Tu parles de te concentrer sur vraiment la partie IRL avec l'événementiel ou l'accompagnement de particuliers et d'entreprises sur tout ça. C'est quoi les verticales sur lesquelles tu t'intéresses et c'est quoi les challenges que tu rencontres aujourd'hui? Bah écoute, je peux te résumer ça très simplement. De manière générale, aujourd'hui, dans la partie purement Web3, c'est bien simple. Là, du coup, on onboard aller que quelques personnes par mois. Je dirais peut-être 3, 4, 5 maximum, qu'on rencontre ou qu'on échange. En fait, on a des discussions plus approfondies avec eux et qu'on va accompagner sur les aspects Web3, etc., de par des managers qui sont sur le Discord et qui gèrent ça très bien. Les sociétés Web3 plutôt au niveau B2B, en fait, si elles veulent avoir de la visibilité, nous, on accompagne plutôt comme un influenceur pourrait le faire simplement. En fait, grâce à la communauté, l'audience qu'on fait, on apporte de la visibilité. Euh, cette visibilité possible, il y a en option la partie événementielle. Donc, nous, on fait 4 événements basés sur l'investissement et le Web3 par an. Et donc, ça veut dire qu'on reçoit des sociétés comme Fungible, comme Ledger, comme Sorar, comme on a reçu Nighton Base, on a reçu plein de projets Web3 qui viennent en fait discuter avec nous et échanger. Et donc ça, c'est vraiment un grand plaisir pour moi parce qu'en fait, ça me permet de rencontrer du monde. Tu vois, c'est ce que j'expliquais depuis le début, c'est cet aspect humain que j'avais envie de retrouver et pas faire de la masse pour faire de la masse et morder du monde et ça devient de plus en plus impersonnel. Donc l'aspect Web3, je suis beaucoup plus heureux depuis que j'ai rencontré du monde. Tu sais, je me déplace par exemple chez CryptoSquare, qui est une chouette société aussi qui fait des événements en Belgique. Donc, en fait, je rencontre, je partage, j'échange, je prends beaucoup de plaisir et en fait, ça me permet finalement de pouvoir aussi avoir ajouté une plus-value finalement dans mon offre de valeur que j'offre aux sociétés. À côté de ça, moi, je suis consultant commercial. Ça veut dire que j'accompagne une société qui veut augmenter leur chiffre d'affaires ou finalement peut-être avoir qui ont des missions, un challenge commercial à me proposer, que ce soit du chiffre d'affaires, en termes de review de stratégie, en termes d'augmentation, de peu importe. Donc, en fait, je travaille avec société Web3 ou non à ce niveau-là. Je pense que j'ai toujours eu cette tendance à travailler finalement de près ou de loin dans l'aspect commercial. Aujourd'hui, ça se passe très bien pour moi là-dedans. J'y prends beaucoup de plaisir. J'y passe aussi beaucoup de temps et j'en suis très heureux. Donc voilà, le Web3, ce sera toujours quelque chose que je lâcherai jamais. Ça fait peut-être 5-6 ans qu'il y a cette communauté qui est là, ou 5 ans, et je ne la quitterai pas quoi qu'il arrive. Mais voilà, je pense que c'est important de pouvoir évoluer aussi en fonction des contraintes et des petits passages et des aléas de la vie, et ce que j'essaie de faire au mieux. Voilà. Je t'entends plus. Pardon. On sent quand même que tu es un peu, enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, il y a un peu désabusé. C'est le terme qui me vient en tête, et c'est légitime et c'est pas mal, hein, d'ailleurs. Mais effectivement, on a le sentiment à t'écouter que,
tu as été un peu déçu de la promesse du Web3, de la blockchain, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, voilà, tu gardes quand même une affection particulière, mais voilà, tu te dis que c'est peut-être pas comme ça que tu l'avais envisagé. Dernière question, quelle est ta part de responsabilité à toi dans cette peut-être déception de l'écosystème, puisque d'autres ont très bien réussi, d'autres beaucoup moins. Quelle est ta part? Qu'est-ce que tu ne referais pas peut-être voilà, dans ton parcours? Quelle est peut-être la chose où tu te dis ça, c'est ma responsabilité, sur ça, c'est moi qui avais la main. Parce que parlons pas de l'extérieur, parce que ça, tu peux rien faire. Tu peux pas empêcher les cons d'être cons, tu peux pas empêcher les gens d'être ingrats, tu peux pas empêcher un hacker de te hacker. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais qu'est-ce que toi, et ça peut intéresser celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu ne referais pas et qui dépend de toi, qui ferait que ton aventure aujourd'hui, elle aurait été moins décevante? Parce qu'on sent une touche de déception quand on t'écoute quand même. Bah, oui, bah, je pense que c'est très très bien. Ça fait plaisir de voir que les questions que tu poses, etc., elles sont très bien amenées. En fait, moi, je pense que si je peux te donner un truc que je considère avoir mal fait, c'est que j'ai considéré. En fait, le Web3, pour moi, si je te fais un pareil, c'est comme un premier amour. En fait, j'y ai donné beaucoup trop. C'était trop dans tout. Ça veut dire que j'ai pas fait de pause. Je sortais plus du tout en soirée. Je m'intéressais à aucun autre type d'investissement. J'allais vraiment, je donnais tout ce que j'avais pour le faire. J'ai sacrifié des moments des fois avec ma chérie, j'ai sacrifié des moments avec plein de choses. Donc en fait, j'ai sacrifié beaucoup, j'ai fait beaucoup trop. Et en fait, c'est comme tout, quand on donne beaucoup trop à quelque chose ou quelqu'un, ça peut en devenir des fois toxique. Et en fait, c'est ce qui est un peu eu pour moi. Je te dis, des fois, j'allais refuser des missions de travail ou des chouettes jobs parce que je voulais pouvoir minter un NFT à 14 heures. Alors que je savais pertinemment peut-être que j'allais en pouvoir récupérer que 30 $. Et puis après, je me disais, ah bah merde, j'en ai eu que 30 $. Mais oui, mon vieux, tu le savais très bien que ça pouvait se passer comme ça. Et donc, ce que je veux peut-être te dire par là, c'est que, en fait, j'ai passé pendant 4 ans, en fait, faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir tenir une communauté gratuite, où au final, j'en ai rien tiré parce que c'est mon choix de faire gratuitement et parce que j'ai voulu donner beaucoup. Ensuite, j'ai passé beaucoup de temps à investir, etc., sur des petites choses qui finalement, comme c'était un peu plus la méta, c'était plus tant, il n'y avait pas tant de retour par rapport à ça. Et donc, je dirais que j'ai énormément donné. Je pense que si j'avais mieux géré mon amour pour le Web3, je pense que j'aurais aujourd'hui encore beaucoup plus d'amour. Et là, je pense que j'ai fait beaucoup et puis beaucoup moins. Je suis persuadé que ça reviendra et je pense aussi que ça dépasse. Là, voilà, c'est parce que j'ai un autre business qui fonctionne très bien, qui me permet d'en vivre, qui me permet de me développer, qui m'apporte enfin tout ce que j'avais moins dans le Web3. Mais comme je te dis, voilà, c'est effectivement, c'est pas forcément un désabusé, c'est plutôt ce truc de. Voilà, je pense qu'il faut être capable de pouvoir réapprendre à aimer. Et je pense un peu dans ce sens-là où je dirais que je prends le temps de réaimer ce Web3, je prends le temps de ne pas me frustrer, j'y resterai toute ma vie. Mais effectivement, maintenant, aujourd'hui, typiquement, j'ai un peu délégué à un manager qui, lui, a cette fougue et ça, non, j'ai pas envie de mentir à la communauté. Moi, j'accompagne toujours, je suis toujours là pour les gens qui sont dans Orbit et que j'accompagnerai toute ma vie, je l'espère. Mais en tout cas, voilà, je veux ne pas mentir aux gens que je discute. C'est ce que je t'avais dit avant l'interview. Je t'avais dit, écoute, j'y suis un peu moins, etc. Mais je le ferai avec grand plaisir. Mais voilà, je resterai moi-même. Et aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir donner de l'amour à l'échelle de ce que je suis capable d'apporter et ce que je n'ai pas fait au début, en tout cas. Donc voilà. Très clair. Merci beaucoup, Evan, pour voilà, ce témoignage sur les limites et les opportunités aussi quand même de cet écosystème. Et si ça peut aider eh bien, les prochains qui viendront créer des communautés, eh bien, je pense que vraiment ce témoignage peut les aider. Merci beaucoup, Evan. Moi, je vais te souhaiter plein de belles choses pour la suite, pour tes projets. Je ne sais pas si tu pars un petit peu en vacances, tu profites un peu de ta chérie, comme tu disais, et que tu prends un peu de bon temps avant la rentrée. Eh ben, écoute, pas maintenant parce que pour le moment, j'ai beaucoup de boulot en cette fin d'année. Par contre, je me prévois des belles vacances au ski en janvier. J'ai prévu des belles vacances l'année prochaine déjà en anticipation. Donc, ouais, ce ne sera pas pour cette fin d'année pour moi, ce sera début d'année prochaine et à mon avis un peu plus en 2026. Donc, j'en profite à fond. Mais voilà, en tout cas, moi, je tiens aussi à te remercier. C'est vraiment, tes questions sont très très bien posées. Tu as une très bonne analyse. Je trouve que tu as super bien. Moi, c'est très bien, je te suis beaucoup. Et si quoi qu'il arrive, et si à un moment je peux te rendre service ou continuer à t'aider à développer toi aussi tes projets, c'est bien que je le ferai avec grand plaisir. Et j'adore la personne que tu es et ce que tu fais aujourd'hui dans tout l'écosystème et même en dehors. Et au plaisir de se continuer à se côtoyer, à se recroiser. Ben déjà, se voir en vrai, pourquoi pas, ce serait bien. C'est vrai que je t'invite à faire des événements. On n'a pas eu l'occasion. D'ailleurs, tu fais que en Belgique tes événements IRL ou tu penses en faire un jour en France?
que en Belgique, mais par contre, je viens typiquement à un NFT Paris chaque année, donc je pense en fait on se croisera. On s'est pas, je crois que c'était l'année passée, on s'est loupé l'année passée. Donc Loupé. on fera en sorte de se croiser l'année prochaine, et au pire, je t'inviterai en Belgique pour que tu viennes faire un petit tour Ouais, non, mais avec nous. il faut que je sorte un petit peu aussi. J'avoue que je suis un gros flemmard. Mais même à Lille, à 1 heure de Paris, Sans j'ai blague. j'ai la flemme, mais il faut que je me bouge. En tout cas, Exact. merci beaucoup, Evan, encore une fois. Merci à toi. Encore une fois, là, plein de belles choses pour toi. Un bel été. Et merci encore une fois d'avoir pris le temps de venir nous raconter sans filtre et sans concession ton parcours avec les bons côtés et les côtés un peu moins bons. Mais bon, ça fait partie du jeu. À bientôt, Sans Evan. blague. Merci, à bientôt. Merci aussi aux gens dans le chat. Merci. Au revoir. Bien, cette émission est terminée. J'espère que vous avez apprécié écouter cet entretien. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà le cas, de vous abonner à l'ensemble de nos réseaux. Vous pouvez également contribuer à la chaîne grâce au Tipeee que nous avons lancé et qui vous permet de contribuer à partir de 1 euro. Ça nous fait extrêmement plaisir. Merci à celles et ceux qui ont déjà contribué. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour un numéro en anglais dédié à l'écosystème Multiversix. Je vous dis, ça va chauffer. Et puis, vendredi matin, rendez-vous avec le CEO député, je ne sais plus exactement, de Alexandre Lézé, qui est un petit peu le micro-stratégie à la française, un peu à l'européenne, disons, un peu le Michael Saylor européen, puisqu'il a accumulé déjà plus de 2000 bitcoins avec son entreprise. Une discussion passionnante sur les Bitcoin Treasury Companies. À bientôt. Il n'a pas loupé celui-là.